Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bienvenue dans cette émission spéciale Noël, la numéro 82. Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Un grand merci à nos partenaires qui rendent cette émission possible, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Semperconnect et LG Consultant. Et pour célébrer cette émission, en ce jour de Noël, le 25 décembre, nous vous proposons une sélection des interviews marquantes de l'année. Nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Castel, directeur sportif des Dauphins du TOEC et entraîneur des Léons Marchands, Vanessa Morales, ultra-trailleuse, infirmière et recordwoman de l'ascension du Kilimandjaro depuis 2021, Louis Dumas, athlète de haut niveau en ski alpinisme et membre du pôle sportif de Font-Romeu, Lucas Didier, vice-champion olympique de paratennis de table, Hugo Didier, champion paralympique du 400 mètres nage libre dans la catégorie S9 et Ambroise Daudin, membre de l'équipe de France de Go-Ball, ainsi que notre chroniqueur Bernard Pujol, vice-président du GDOS 31 et membre du comité directeur de Haute-Garonne. Merci de nous rejoindre pour cette émission festive. Bonjour à toutes et à tous. Dans la première mi-temps de notre émission spéciale Noël, nous aurons le plaisir de discuter avec des invités exceptionnels, chacun brillant dans sa discipline respective. Nicolas Castel, directeur sportif des Dauphins du TOEC et entraîneur de Léons Marchands, viendra nous partager son expérience unique en tant qu'entraîneur d'un des plus grands talents de la natation française. Nous aurons aussi le privilège d'échanger avec Vanessa Morales, ultra-trailleuse et infirmière qui détient le record de l'ascension du Kilimandjaro depuis 2021. Elle nous parlera de ses exploits, mais aussi de ses prochains défis en montagne. Et enfin, Louis Dumas, athlète de haut niveau en ski alpinisme et membre du pôle sportif de Font-Romeu, nous parlera de son parcours et de la montée en puissance de cette discipline désormais reconnue au plus haut niveau. Un moment riche en émotions et en inspiration qui mettra en lumière des parcours d'exception. Restez avec nous pour découvrir leurs histoires et leurs réussites. Et en deuxième mi-temps, nous poursuivrons avec des athlètes paralympiques d'exception qui ont marqué les Jeux de Paris cet été. Lucas Didier, vice-champion olympique en paratennis de table, viendra nous parler de son parcours et de ses performances remarquables. Hugo Didier, champion paralympique du 400 mètres nage libre dans la catégorie S9, partagera son expérience de sa médaille d'or et ses autres podiums. Enfin, Ambroise Daudin, membre de l'équipe de France de Go-Ball, reviendra sur les moments historiques de son équipe aux Jeux paralympiques, dont cette première victoire en Go-Ball pour la France. Une deuxième partie tout aussi inspirante et pleine de passion à ne pas manquer. Mais avant le coup d'envoi de cette émission numéro 80 spéciale Noël, place à l'avant-match avec Bernard Pujol. Et si on parlait de sport avant-match? Voilà, un avant-match un peu particulier aujourd'hui puisque on a le plaisir de recevoir Bernard Pujol. Bernard, ça a été avec nous pendant toute cette année un chroniqueur que vous avez eu l'occasion d'écouter. Il nous a régalé par sa méthode de travail, par sa connaissance, son histoire sur les Jeux Olympiques. Et on avait envie avec Pauline de lui donner la parole pour faire un peu un bilan de ce qu'il avait vécu avec nous. Bernard, bonjour. Bonjour Pauline, bonjour Laurent. Alors Bernard, voilà, on te donne la parole, l'occasion pour toi de nous dire un peu comment tu as vécu auprès de nous toutes ces chroniques et puis aussi le suivi de ces émissions dans Et si on parlait de sport. Tout d'abord un préambule, merci Pauline et merci Laurent. Déjà de vous revoir puisqu'on a vécu une Olympiade ensemble avec grand plaisir et merci de me donner l'occasion de revenir sur Paris 2024. Nos auditeurs ont suivi effectivement depuis la genèse, c'est-à-dire et on y reviendra sur l'historique ensuite, jusqu'à l'issue et le bilan de Paris 2024. Alors justement, comme on aime bien les histoires, c'est le moment de Noël, puisque aujourd'hui nous sommes le 25 décembre. Raconte-nous un peu l'histoire des Jeux Olympiques. Alors je vais retracer tout ça pour pas y passer trop de temps. On va passer d'un trait. On va refaire un bain d'histoire et ça nous a tellement fait du bien à tous. Les Jeux sportifs, qui ne s'appelaient pas forcément olympiques, ont vu le jour sur notre planète, tenez-nous bien, au 8e siècle avant notre ère, dans la Grèce antique à Olympie. Ils se sont poursuivis ainsi jusqu'au IVe siècle de notre ère. Avant de s'évanouir, pour des raisons diverses, politiques, sociales, et nous ne nous étendrons pas, ça s'est mis sous silence. L'olympisme a été remis en œuvre en 1894 par le très connu baron français Pierre de Coubertin, lorsqu'il fonda le CIO, le Comité international olympique, qui porte toujours le même nom, l'organisation du mouvement olympique,
tels que définis par la charte dédiée. Les premiers jeux dits modernes se sont déroulés à Athènes, et la symbolique étant vivante, en été 1896, à 1924 pour les Jeux d'hiver à Chamonix. Hormis les années 16, 1940 et 1944, pour lesquels les JO ont été annulés pour raison de guerre et en 2020 pour raison de Covid-19, bien qu'ils aient été ils se sont déroulés en 2021. Toutes les autres Olympiades depuis se sont tenues. Voilà pour le volet historique. Et Bernard, en parlant justement des Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan humain et sociologique ? Alors je peux beaucoup vous dire, et effectivement Paris 2024 a marqué très fortement notre époque sur le plan sociologique et humain. Tout d'abord, honneur aux dames, Pauline. Il faut savoir que tout début des Jeux antiques, on part de très très loin. Les femmes n'avaient même pas le droit d'être spectatrices. Les disciplines sportives étaient strictement réservées aux hommes, symbolisant alors et à l'époque la force et la beauté du corps. Concernant les Jeux modernes, les femmes n'ont pas été invitées en 1896, sachant que Pierre de Coubertin, avec toutes les vertus et la reconnaissance qu'on lui doit, compte tenu de l'odeur de l'époque, était un brin misogyne. L'histoire l'a écrit, mais il a fallu vite se rattraper, puisque l'édition 1900, lors des Jeux de Paris, pour accueillir ces dames, avec un grand plaisir, à noter avec satisfaction que les Jeux de Paris 2024, pour faire la transition, ont permis d'atteindre la parité entre hommes et femmes. C'est remarquable. Quel chemin parcouru. Chapeau, mesdames. Au XXe siècle, le CIO s'est adapté aux changements sociaux par l'instauration des Jeux d'hiver, des Jeux paralympiques, également des Jeux olympiques de la jeunesse et de la création de nombreuses épreuves mixtes. Les Jeux se tiennent au fil de notre histoire et ces événements de toute nature, guerre et autres tensions entre les pays. En 1936, on se rappellera que le chancelier Adolf Hitler a utilisé les Jeux à des fins de propagande, à Moscou également, en 1980, au plus fort de la guerre froide. Le sport incarne la puissance et la fierté des nations, bien au-delà de sa simple beauté et de ses vertus du goût de l'effort. Partage, fraternité, paix, respect de l'autre, ciment des peuples. En 1956, les Jeux sont boycottés par plusieurs pays manifestant ainsi leur désaccord avec la répression soviétique en Hongrie. D'autres furent absents des Olympiades 68, 72 ou 76 en raison de la crise de Suez contre le régime de l'apartheid sud-africain, le terrorisme qui a frappé en 72 à Munich, le commando palestinien assassina 11 athlètes de la délégation israélienne. Ainsi, à chaque Olympiade, les Jeux subissent et ont subi et s'adaptent et s'adapteront aux événements d'actualité. Lors de Paris 2024, les athlètes russes et biélorusses ont pu participer aux Jeux à condition qu'ils évoluent sous bannière neutre et qu'ils n'aient joué aucun rôle dans l'invasion russe et en Ukraine qui frappe encore. Côté France, hormis l'édition à 1904 de Saint-Louis aux États-Unis, qui pour raisons économiques, notre pays n'a pu participer à cette Olympiade. C'est la seule et l'exception. Donc la France a toujours été très présente et sera toujours très présente, bien entendu, et Paris n'a que conforté tout le poids de notre beau pays pour les bonnes causes mondiales. La forte médiatisation, le poids financier, la géopolitique, la participation de presque toutes les nations mondiales ont vu arriver les dérives telles que le dopage, la corruption, le boycott, le terrorisme, que le CIO a dû et doit gérer. Il doit veiller à ce que l'olympisme reste éternellement une rencontre entre les peuples dans la neutralité et la paix. Voilà un brin d'histoire d'humain et de sociologie, même si c'est que très léger et furtif. Alors, et si on parlait de sport maintenant, parce que c'est quand même le but des Jeux Olympiques. Effectivement, c'est une bonne chose et on allait y arriver, bien sûr, puisque l'objet est bien le sport. Tout d'abord, il faut noter l'évolution remarquable du nombre de participants. De 241 athlètes et 14 nations en 1896 au JO de Paris, près de 15 000 athlètes ont concouru, dont 4 400 paralympiques, 880 sportifs sur Paris 2024. Avec une parité, ce qu'on peut préciser peut-être, puisqu'il oui. y avait hommes et femmes à Paris, c'était la parité totale. Effectivement, il faut le souligner, c'était un objectif, il a été atteint, et c'est complètement dans l'odeur et la saga des Jeux. Bravo mesdames, votre place est entière, et nous partageons tout, et c'est un bienfait, et c'est à saluer. Côté palmarès sportif, l'édition Paris 2024 a fait exploser tous les compteurs. Pas moins de 92 records du monde ont été battus, 27 records olympiques et 120 records
paralympiques. Quand on compare avec les éditions précédentes, c'est incroyable, on aurait pu l'imaginer. Le record français a également été battu l'été dernier à Paris, soit 64 médailles, pour comparaison 43 à Pékin, olympiques, dont 16 en or, et 75 médailles paralympiques, dont 19 en or. Donc on peut faire un cocorico au niveau de l'Hexagone, mais restons sur le cocorico puisque effectivement nous sommes en Occitanie. L'Occitanie est une terre de sport et de champions depuis toujours et a confirmé effectivement sa place et sa notoriété dans l'Hexagone. L'Occitanie a apporté une très large contribution au succès hexagonal. Nos athlètes ont rapporté 24 médailles, dont 13 en or, parmi 11 disciplines, faisant de notre région la première région de France. Et si nous étions comparés au classement des nations, pour exemple, nous serions classés 8e mondial, à égalité avec la Corée, la République de coréenne, devant l'Italie et l'Allemagne. Et rien que ça, les chiffres sont probants et c'est énorme. Côté Ville-Rose, je savais qu'on allait y venir, puisque ici on parlait de sport, se déroule aussi dans notre belle ville. Nous parlerons bien entendu de nos sportifs qui sont très proches de nous et qui honorent toutes les disciplines. Bien sûr, notre Toto Dupont, que l'on voit toujours et qui excelle dans le sport et dans sa manière d'être, et bien sûr du rugby, accompagné du Toulousain Nelson Épée, pour ne pas l'oublier, bien entendu, qui avait eu le privilège d'ouvrir les Jeux Olympiques et toute la France était devant les lucarnes et qui nous ont ramené l'or pour le rugby à 7. Donc c'est un moment vraiment très important pour la région et la Ville-Rose. Après, bien entendu, l'imbattable et si attachant Léon Marchand, qui a été la star de Paris 2024, même si effectivement il ne le dénonce pas et ne se démontre pas comme tel, tellement il est humble et charmant comme garçon. Puis également les autres sportifs, nos courageux boxeurs, messieurs Oumia et Benama, qui ont également brillé et sont médaillés, les frères Didier, qui pratiquent respectivement le tennis et la natation, Maxime Vallée qui en escrime sur fauteuil a été médaillé, Guillaume Reste, le gardien du TFC qui a ramené médaille, également Élie de Carvalho en cyclisme contre la montre qui s'entraîne au Stade Toulousain. J'espère ne pas avoir oublié de sportifs, je serais vraiment gêné d'en avoir oublié un, mais je suis allé rechercher loin et félicitations à tous ces Toulousains. Et est-ce que tu peux nous dire juste l'athlète le plus médaillé de tous les temps au jeu? Oui, Pauline, je vais le dire. Pour rappel, l'athlète le plus médaillé de tout temps, et le record sera vraisemblablement difficile à battre, mais ils sont faits pour être battus, c'est le nageur américain Michael Phelps, qui avec 28 médailles, dont 23 en or, détient ce record entre l'édition 2004 et 2016. C'est remarquable et vraiment très très élevé comme statistique. Et alors tu viens de nous parler de cette édition de Paris 2024 qui a fait exploser les compteurs, nous parlant des records, des athlètes français, des athlètes occitans. Tu as d'autres chiffres à nous donner? Oui, on va rester sur la notion de compteur. Là aussi les aiguilles ont oscillé et tout a explosé. Alors en vrac, ce sont des chiffres, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Au niveau médiatique, 5 milliards de spectateurs à la télé ou en streaming, soit la moitié de la population de la planète, ont suivi Paris 2024. C'est inouï. Un autre chiffre, 12 millions de tickets vendus, 9,5 millions pour les Olympiques et 2,5 millions pour les Paralympiques. Autre chiffre, 8 millions de visiteurs au-delà des arènes et des salles fermées. Autre chiffre, 22 millions de téléspectateurs lors de la cérémonie d'ouverture. 6 000 journalistes accrédités. Alors je le dis avec le ton parce que c'est inouï, c'est énorme. Au niveau de volontaires, dans l'ensemble, Laurent me le rappelait, entre deux portes, sur l'ensemble des Jeux, depuis le début jusqu'à la fin, en partant d'Athènes, il y a eu près de 40 à 45 000 volontaires. Intramuros sur Paris, pour faire vivre l'événement sur Paris et les lieux décentrés, il y a eu 3200 volontaires. Sur le plan économique, il faut noter que l'impact, il est très important pour les villes, les grandes villes et les organisateurs. 84%, c'est le taux d'occupation du parc hôtelier. Paris a été très visité. Il l'est souvent, mais il a été très visité pendant les Jeux Olympiques. Il y a encore un chiffre très important quand même. Oui, j'ai un peu d'émotion, effectivement, parce que je suis un grand sensible. Lors de ces Jeux Olympiques,
dans le village 7 demandes en mariage au niveau des athlètes durant les Jeux. Et oui, ça prouve qu'il y a des belles choses qui se passent aussi pendant ces Jeux Olympiques entre les athlètes. Alors, on a parlé du sport, on a parlé de tout ce qui était sociologie, on a parlé de l'histoire, mais il y a un point fort sur lequel on était attendu à Paris, c'était le respect de l'environnement. Oui, effectivement, nous sommes toujours attendus tous les jours parce que le temps presse, on a ce combat, le défi climatique, on se bat, il ne faut pas stresser, il ne faut pas décourager, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Respect de l'environnement, donc les Jeux de Paris 2024 ont voulu concentrer leurs efforts responsables afin de relever les défis environnementaux et climatiques. L'empreinte carbone a été réduite de plus de 54% comparativement aux éditions de Londres en 2012 et Rio en 2016. Par des actions d'économie circulaire, de préservation de l'environnement, Paris 2024 laisse en héritage un modèle d'organisation vertueux et des outils pour la tenue de futurs événements encore plus engagés sur ces thèmes-là. Je ne terminerai pas ce retour un peu succinct, mais qui a balayé tous les thèmes, sans évoquer la très grande qualité et la réussite de l'organisation, en parfaite sécurité, un bon résultat économique qui vient de sortir, la beauté des sites parisiens qui ont été mis en valeur et à disposition, Versailles, le Trocadéro, le Grand Palais, sans oublier l'Outre-mer, où effectivement nos amis iliens nous ont permis sur les sports de vent, à Marseille également, où nous avions des activités. La beauté des cérémonies d'ouverture pour la première fois en extérieur et celle de la cérémonie de l'extinction de la flamme. La France, au travers des Jeux de Paris 2024, a montré, si besoin était, que notre nation savait répondre, présent, dans les grands moments de l'histoire. Paris, ville de lumière, reste la plus belle ville du monde. Paris 2024, au-delà de tout, ouvre le chemin à une nouvelle ère des Jeux et de l'olympisme. Cette Olympiade a été l'avènement de la parité hommes et femmes, la venue des disciplines modernes, la découverte des nouveaux symboles, l'inclusion, le respect environnemental. Vivement et bon courage à nos amis de Los Angeles 2028. Alors Bernard, cet été, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as vibré avec nous lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et tu as pris part comme chroniqueur aux émissions spéciales. Quel moment marquant aimerais-tu partager de cette aventure exceptionnelle ? Alors j'ai bien réfléchi à la question, ça c'est pour gagner un peu de temps, plusieurs. J'ai été étonné, interrogé, curieux et je répondrai plusieurs moments. Déjà la symbolique, le départ de la flamme d'Athènes, c'est parti de là. Son féerique accostage à Marseille, son parcours bien accueilli chaleureusement au travers de l'Hexagone, son arrivée à Paris, la sublime et artistique cérémonie d'ouverture, surprenante, très moderne, provocatrice, également la magnifique cérémonie d'extinction de la flamme. Je ne croyais pas que ça pouvait finir. Côté sportif, bien entendu, l'appui des records, 92 records ont été pulvérisés. La devise a été plus que jamais d'actualité, plus loin, plus haut, plus fort. Notre jeunesse nous a bluffés. J'ai ressenti de la fraîcheur. J'ai ressenti des athlètes qui étaient heureux, bien d'être là, de participer à l'événement, que les compétitions se sont déroulées dans un excellent esprit sportif et humain. Enfin, la merveilleuse ambiance, la fête, la joie du public, en salle ou bien en extérieur. Paris était en fête permanente, sans oublier les sites excentrés de plus. Tout s'est parfaitement déroulé, en toute sécurité. On peut être fier et très heureux. Alors justement, c'est le moment, comme on dit, des souhaits. La nouvelle année est toute proche. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message à tous ceux qui font le sport, les dirigeants, les sportifs et nos auditeurs de Ici on parlait de sport? Avant tout, je leur souhaiterais une bonne fin d'année, de bonnes fêtes en famille, entre amis, parce que c'est ça qui nous réchauffe et c'est ça qui est important. Et avant toute chose, l'esprit tout simple de la famille et de nos noyaux. Par anticipation, une excellente nouvelle année. 2025, pour nous, sportifs, dirigeants, bénévoles, laissera derrière nous Paris 2024. Il faut avancer. C'est une réussite totale en tout point. Je dirais à nos amis sportifs, dirigeants, bénévoles, aux responsables, aux auditeurs, que nos efforts ne sont aucunement vains. Nous devons persister dans nos engagements, nos disciplines, nos structures, toujours convaincre que le sport et le monde associatif dédié sont des piliers de notre société. Aux sportifs, de toujours prendre du plaisir à s'entraîner, de participer aux compétitions, de se battre pour les meilleurs, dans un esprit et un corps sain. Je vous souhaite bon sport. Je vous embrasse à tous et vive 2025. Merci Bernard. Et maintenant, on va passer à la première mi-temps de cette émission avec Nicolas Castel, Vanessa Morales et Louis Dumas. Et si on parlait de sport, première mi-temps.
Retour dans l'émission, et si on parlait de sport pour débuter cette première mi-temps, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Castel, directeur sportif des Dauphins du Toec et entraîneur de Léon Marchand. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous parler de votre parcours ? La passion de la natation, c'est arrivé assez jeune puisque j'ai commencé la natation à 6 ans et c'est pareil, c'est pour les copains et puis au fur et à mesure... On mord au sport et puis en 92 je suis arrivé au Dauphin du Toec donc en horaire aménagé et où Michel m'a entraîné justement et puis en 2003 je suis passé de l'autre côté de la barrière et plutôt le côté entraîneur, éducateur, d'abord éducateur avec les tout petits et puis de fil en aiguille j'ai évolué tout au long jusqu'à aujourd'hui au niveau des groupes élites du club. Le plaisir d'entraîner des jeunes qui deviennent des sportifs après de haut niveau, ça doit être grisant. Ouais, et puis c'est, je pense, pas banal parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir suivre notamment Léon, mais d'autres aussi qui sont... On en parlera justement tout à l'heure. Ouais. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler du système de qualification pour les nageuses et les nageurs français ? Oui, alors le système de qualification, c'est assez simple. Ça se passera aux championnats de France qui auront lieu à Chartres à la mi-juin. Et donc il y a un temps de référence à faire. Et ensuite, c'est les 2 premiers qui seront sélectionnés pour les Jeux. Et quels sont les qualifiés potentiels de la Ligue Occitanie pour les Jeux Olympiques ? Alors, c'est toujours un peu délicat ce genre de questions. En Ligue Occitanie, on a Léon évidemment, et puis Joris Bouchot, Antoine Herlem, Antoine Viquera, et puis aussi Guillaume Gut, il y en a beaucoup. Et aussi sur le club de Canet, il y a certaines filles qui ont le potentiel aussi de se qualifier. Et chez les filles aussi, non ? Il y a un potentiel. Vous entraînez aussi des filles sur le Toec, j'imagine ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas tout à fait la parité, mais on n'est pas loin. D'accord. Et en eau libre un petit peu, puisqu'on sort un peu du cadre, on sort de la piscine là. On a reçu l'autre jour une jeune fille là qui nous parlait de sa passion pour l'eau libre. Mais est-ce que vous suivez comment ça se passe cette discipline-là ? Alors les qualifications pour l'eau libre sont déjà passées. Il y a eu des championnats qui ont été faits, une Coupe du Monde, et donc il y a 2 garçons et 2 filles qui seront représentés, qui représenteront la France aux Jeux Olympiques. Ça c'est déjà réglé pour eux. Alors, un petit peu une idée d'état d'esprit que sont nos nageurs. Il y a la pression, puisqu'on est les Jeux Olympiques quand même ici. Comment ils sont un peu, vous les côtoyez un peu, tous ces nageurs, nageuses ? Dans quel état d'esprit ils sont par rapport à cet événement qui quand même... c'est porteur et en même temps c'est une pression extraordinaire. Ouais, honnêtement la pression pour le moment je la ressens pas vraiment chez eux. J'ai la sensation que ça va monter petit à petit avec d'abord les championnats comme première étape et puis ensuite il nous restera 5 semaines de préparation avant les Jeux. Mais pour le moment je crois qu'ils sont assez focus sur leur préparation et sur leur organisation et l'environnement. Bien gérer le quotidien et l'environnement. Donc je n'ai pas vraiment ressenti de pression particulière. Et vous les accompagnez pendant ces Jeux ou c'est particulier chez les entraîneurs de l'équipe de France ? Comment ça se passe ? Vous en faites partie de l'encadrement ou c'est spécifique ? Ils sont dans un staff après ? Comment c'est géré ? Je ferai partie de l'encadrement à la condition qu'on ait des athlètes qui soient sélectionnés. Théoriquement, Léon sera sélectionné et j'accompagnerai Léon aux Jeux Olympiques. Mais après, la sélection des entraîneurs, c'est en fonction du potentiel médaillable et puis du nombre d'athlètes sélectionnés aux Jeux. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation du club ? Le club, c'est presque 2000 adhérents, avec une école de natation, environ 800 enfants qui apprennent à nager et puis qui, pour certains, se dirigent vers la compétition. Et puis ensuite, on a 300 compétiteurs. Et pour terminer, on a monsieur et madame tout le monde qui apprécient de nager ou d'autres qui font du triathlon, par exemple, qui veulent venir nager, bénéficier d'un équipement qui leur permettent de s'entraîner. Voilà. En gros, c'est un peu les activités qu'on a. À côté de ça, on fait de l'aquagym et puis des stages pour les enfants, pour apprendre à nager et développer des compétences en natation. On va rebondir parce que vous fournissez, entre guillemets, vous avez produit un champion extraordinaire. On va quelques mots quand même sur Léon Marchand. Tu l'as eu il y a quelques temps, Nicolas. Dans quel état d'esprit il est ? Parce qu'il nous a tellement de performances. Il est impressionnant, ce garçon. Où est-ce qu'il en est ? Ouais, avec Léon, on s'appelle ou on s'écrit quasiment chaque semaine. Donc là, hier soir, il m'a envoyé un petit message parce qu'il était content d'une série qu'il avait faite à l'entraînement. Donc il est en stage actuellement en altitude dans le Colorado et ça se passe bien.
Il est en forme, il est motivé et voilà, il a hâte. Je pense qu'il a hâte maintenant de revenir ici, de faire les championnats et puis de participer aux Jeux. C'est un garçon que vous avez découvert vous-même. Comment il est venu au TOEC? C'est quoi le parcours? Le parcours, c'est les parents qui étaient déjà au club et puis ensuite il est arrivé à l'école de natation et il a appris à nager sur l'école de natation et puis après il a suivi le parcours à l'intérieur du club et pour petit à petit grandir et jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et puis ensuite, il est dans son projet et c'était prévu qu'il parte faire un petit tour aux États-Unis, voir ce qui s'y passe et puis désacraliser un petit peu la natation américaine. Et chose qu'il a faite et plutôt bien faite. Il a plutôt bien fait, mais c'est clair qu'ils vont s'en souvenir, les Américains, de notre passage. Voilà, et donc là, il continue son évolution et ça se passe bien. Un grand merci Nicolas pour votre participation et votre éclairage passionnant. Vos explications et votre dévouement pour le sport sont une véritable inspiration. Nous vous souhaitons ainsi qu'à l'ensemble des Dauphins du TOEC beaucoup de succès pour les défis à venir. À très bientôt. Suite à l'intervention de Nicolas Castel que nous avions réalisée avant les JO, il est temps de revenir sur les exploits incroyables de Léon Marchand lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Durant les 9 jours de compétition à Paris, la Défense Arena, Léon a véritablement marqué l'histoire de la natation et du sport français. À seulement 22 ans, il est devenu l'athlète le plus titré de ces Jeux, remportant 4 titres olympiques individuels et une médaille de bronze en relais 4 fois 100 mètres, 4 nages. En réalisant cet exploit, il rejoint les légendes telles que Michael Phelps et Mark Spitz, qui figurent parmi les rares nageurs masculins à avoir décroché 4 titres individuels en une seule édition des Jeux. Après les Jeux et suite à une tournée asiatique brillante en novembre, Léon Marchand, promis à de nouveaux exploits, a décidé de faire l'impasse sur les championnats du monde du petit bassin du 10 au 15 décembre. Cette absence, ainsi que celle de son principal rival Christophe Milak, ouvre la voie à d'autres talents pour s'imposer, notamment Summer McIntosh, Kate Douglas ou encore le Hongrois Hubert Kos. La délégation française comptera aussi sur les figures fortes comme Anastasia Kipricki-Nova, Maxime Grousset ou encore Mewek Tomac. Passons maintenant à notre deuxième invitée, Vanessa Morales, ultra trailieuse, infirmière et recordwoman de l'ascension du Kilimandjaro depuis 2021. Bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, qui est Vanessa Morales? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, Vanessa Morales, c'est une Catalane originaire de Font-Romeu. Et puis, je me considère plus comme une ultra-montagnarde qu'une ultra-traileuse, en fait. C'est vraiment un mix d'alpinisme et course en montagne. Voilà, et à la base, je suis issue du patinage artistique. Donc, en fait, j'ai mixé la glace, l'ultra... Ça fait une ultra-montagnarde. Alors justement, comment avez-vous découvert votre passion pour l'ultra-trail et l'alpinisme? En fait, ça s'est fait assez naturellement. À l'époque, j'étais patineuse et donc j'ai intégré le sport-études à l'âge de 10 ans, assez tôt. Et à l'âge de 16 ans, j'ai développé un syndrome d'éloge qui m'a arrachée à cette discipline. Donc l'espoir de devenir patineuse professionnelle s'est envolé. Et mon remède, ça a été de courir en montagne. Donc en fait, je me suis même pas rendu compte que c'était une discipline. Pour moi, c'était un médicament et ça l'est toujours puisqu'aujourd'hui j'ai 40 ans et que je continue à courir plus que jamais. Donc, ouais, voilà. Et alors, vous êtes aussi infirmière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant qu'infirmière et comment cela influence votre approche des défis sportifs? Alors, le statut d'infirmière, il me sert dans chacune de mes expéditions et chacune de mes courses. Donc, à la base, j'ai fait pas mal d'urgences, de services d'urgence. Donc, ça, c'est bien parce qu'en montagne, on peut avoir des situations d'urgence et pour le coup, malheureusement, ça a déjà servi. Mes compétences ont déjà servi en montagne. Après, ce qui peut me desservir parfois, c'est de connaître justement la physiologie. Parce que quand je comprends certains signes, ça peut me faire paniquer. Donc des fois, j'aimerais effacer un petit peu mes compétences infirmières pour moins angoisser en montagne. Mais voilà, ça me permet en tout cas aujourd'hui de médicaliser des expéditions, de paramédicaliser des expéditions sur le Kilimandjaro notamment. Et moi, d'avoir mon propre suivi, on va dire, sur mes entraînements, sur mes ultra-distances où voilà, j'ai quelques notions sur le digestif, l'altitude... Donc ça aide plutôt bien. Alors justement, vous venez de commencer à en parler. En février dernier, vous avez réalisé pour la 8e fois l'ascension du Kilimandjaro en compagnie d'Olivier, 60 ans atteint d'un cancer incurable. Il vous a d'ailleurs contacté après avoir vu le documentaire 15 pour un sommet sur une expédition réalisée il y a 2 ans avec notamment David Berti, que nous avons reçu à l'antenne il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui vous motive à accompagner des personnes malades dans leur exploit comme l'ascension du Kilimandjaro? En fait, ce qu'on ressent là-haut, j'arrive pas forcément à l'exprimer, mais c'est tellement fort que à chaque fois que moi je monte par
par exemple, à 6000 mètres d'altitude, quand je redescends, j'ai l'impression d'avoir pris un second souffle, une nouvelle vie, voilà, un nouveau move très positif. Et le fait d'accompagner des personnes malades, en gros, c'est venez voir ce que je vis, vous verrez, c'est génial. Donc je l'appelle le Kili-thérapie, parce que clairement, notamment Olivier que j'ai accompagné donc en février, hein, c'est tout récent, ce monsieur, il est en soins palliatifs et là, d'un coup, ok, on parlait de sa fin de vie, mais en fait, c'est ce qui lui reste à vivre qui est super intéressant, parce que depuis qu'il est rentré, il est médiatisé, il se retrouve à faire des trucs qu'il n'aurait pas vécu sans ça. Donc voilà, c'est vraiment un Kili-thérapie, et puis moi, ça me permet de relativiser aussi beaucoup de choses et d'être beaucoup plus forte sur mes courses. Alors comment ça s'est... Nous, on a reçu David Berty il n'y a pas longtemps avec justement Didier Don, plein d'émotions. Vraiment, on est sorti de cette émission c'est énorme. Les gens qui étaient autour de la table aussi, des frissons dans ce qu'il nous a raconté. Comment vous l'avez vécu, lui étant justement atteint de sclérose en plaques, hein, c'est ça. Vous, de l'autre côté, comment vous l'avez vécu cette ascension de David justement? Alors David, c'est un très bon ami à moi, et en fait, il a été moteur pour moi quand j'ai été chercher le record du monde féminin sur le Kilimandjaro. C'était le parrain de cette expédition. Donc quand je suis rentrée avec un record du monde, c'était évident pour moi de devoir l'amener là-bas. Il fallait qu'il ressente ce que j'ai ressenti le jour où j'ai validé mon record, grâce à lui. Et en fait, c'était un peu ma contrepartie. Grâce à toi, j'ai été forte et j'ai claqué un record du monde, donc viens. Maintenant, c'est moi qui te donne... voilà. Et pour la symbolique rugby, on avait monté une équipe de 15 anciens joueurs. On avait Marc Lévremont, Thomas Castagnède, le frère d'Emilien Tamac. Enfin, il y avait pas mal de... Voilà, c'était vraiment esprit rugbystique. Et le fait de voir David toucher ce panneau au sommet, ça a été... il nous en a parlé avec l'émotion. C'était très fort. C'était très fort. Lui-même, il nous l'a dit à l'antenne. C'était vraiment énorme. Donc, merci pour lui en tout cas. Et justement, en parlant de David, Olivier que vous avez accompagné, comment choisissez-vous les personnes que vous accompagnez lors de vos expéditions et quel impact cela a-t-il sur votre propre motivation? Je pense que c'est les personnes qui me choisissent. Moi, je me permets pas de choisir. Par contre, j'étudie le projet. En fait, l'idée, c'est pas de mettre les gens en échec, bien au contraire. Donc, par exemple, pour Olivier, quand il m'a contacté, j'ai eu le mot soins palliatifs, cancer, ok. Mais en fait, on évalue. Donc là, la casquette d'infirmière, elle prend tout son sens. On évalue la pathologie, les risques liés à l'altitude, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et j'étudie ça toujours c'est collégial, hein, il y a des médecins derrière. Moi, je suis qu'infirmière, donc. Et en fait, si c'est possible d'aller au sommet, on met tout en œuvre pour aller au sommet. S'il y a des risques, on va modifier l'objectif. Mais voilà. Et quels défis avez-vous rencontrés lors de vos expéditions passées, notamment lors de l'ascension du Kilimandjaro, et comment les avez-vous surmontés? Au niveau médicalisation, parfois c'est très très chaud. Comme là, la dernière expédition, c'était assez tendu, on va dire, pour une infirmière en solo, parce que avec des pathologies graves comme celle d'Olivier, il y a plusieurs risques. Donc il y a tout à considérer. En fait, là, j'ai eu l'impression d'être un mécanicien. Ça pétait d'un côté, il fallait réparer une fuite, mais ça pétait de l'autre. Enfin voilà, c'était vraiment une mécanique au quotidien. Et après, j'ai vécu d'autres, on va dire, circonstances un peu plus costauds à gérer, parce que c'était l'urgence vitale, notamment sur le Kili à nouveau avec mon guide qui a failli mourir en 2019. Donc voilà, il y a des urgences aussi à gérer, et puis au final, merci, j'arrive à prioriser pour le moment en tout cas les choses, et j'espère que ça va durer. Alors bientôt, du 19 au 10 mai prochain, là, 19 avril, 10 mai prochain, vous allez être en stage d'entraînement à Font-Romeu. Là, on va revenir un peu dans la préparation. Vous allez dormir dans une tente hypoxique, ainsi que vous allez vous entraîner dans une salle spéciale d'entraînement hypoxie. En quoi cela consiste-t-il et quelles sont les différences par rapport à un entraînement dit traditionnel? Alors l'hypoxie, ça nous permet de simuler la haute altitude. Donc là, par exemple, j'ai ma tente de princesse au-dessus de mon lit qui peut monter jusqu'à 5000 mètres. Donc je dors les premières semaines à 2000, 3000, 4000. En fait, on joue une acclimatation comme si j'étais en montagne. La seule chose qui est différente avec la montagne, c'est qu'on n'a pas la pression atmosphérique. Donc en gros, on diminue l'arrivée d'oxygène. Donc ça met le corps dans un stress en fait diurne et nocturne, puisque à l'entraînement, je suis aussi en hypoxie. Et l'idée, c'est de finir les stages complètement rincés, avec un stress physique et physiologique qui est assez important. Mais du coup, quand on récupère, voilà, c'est à ce moment-là que le stage donne tous ses bénéfices. Et moi, l'idée, c'est de préparer donc une montagne qui est très très haute, hein, puisque là, je suis montée à 6000 plusieurs fois. Là, je vais viser 7000 et après 8. Donc voilà, progressivement, c'est d'habituer mon corps à des altitudes très hautes, quoi. Alors justement, il y a de l'appréhension dans tout ça. Comment on gère des blessures ou des imprévus dans une préparation, dans vos expéditions, et surtout comment, comme votre blessure que vous avez eu
interview en septembre dernier. Justement, là, je suis en plein dedans parce que le 12 septembre, on m'a posé un diagnostic. Donc, j'ai la hanche droite qui est très malade. En gros, j'ai un lipome intraosseux, donc c'est une tumeur bénigne dans le col fémoral et une coxarthrose très évoluée. Donc, là, pour tout vous dire, dans la semaine, je vais savoir si on me pose une prothèse totale de hanche ou pas. Donc, on prendra la décision cette semaine. Après, je relativise parce que ma hanche sera beaucoup plus sûre avec une prothèse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et puis, je me dis, me péter un col du fémur à 7000, si on peut éviter, c'est bien. Voilà, donc la gestion, c'est d'accepter ce qui se passe et de s'habituer. Souvent, la montagne, je pense que ça nous apprend à être humble et à s'adapter à toutes les situations. Donc, je m'adapte. Pas d'appréhension? Partir comme ça, c'est quand même un choix énorme. Il y a pas un peu de stress ou de le mot peur, peut-être pas, mais quand même, de se dire, voilà, je pars sur un événement comme ça? Non, il n'y a pas d'appréhension parce que, encore une fois, je m'adapte à la montagne. C'est-à-dire que si elle me laisse passer, je passe. Si la météo n'est pas clémente, je m'adapte à elle. Donc non, j'ai pas vraiment peur. Je sais que j'engage ma vie quand on monte, voilà. Surtout que je vais chercher des records. Donc le faire en expédition classique, c'est déjà dangereux. On sait qu'il y a un risque vital. Le faire en courant, c'est x2, voire x3. Mais non, j'ai pas peur. Je le prépare au maximum pour éviter justement qu'il y ait des gros pépins. Justement, vous venez de parler de votre prochain défi. Ça va être, si je m'abuse, la tentative du record du monde de l'Anaconga en Argentine. Ah ouais. Quelle préparation? Vous êtes en pleine préparation par rapport à ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de spécifique? Alors là, oui. Là, c'est l'Aconcagua, c'est le plus haut sommet de la cordillère des Andes. Donc, on est quasiment à 7000 mètres d'altitude. Le record féminin est en 20 heures. Il faut savoir que cette année, il y a 3 athlètes internationales qui se sont collés au record et les 3 ont échoué. Donc, moi, ça me donne encore plus de force. C'était la barre très très haute, là, du coup. Oui, en plus, elles sont vraiment très fortes, les 3. Mais ouais, ça se prépare bien. Ça fait déjà 1 an que je suis sur le projet puisque je devais y aller cette année, mais avec ma hanche, j'ai dû repousser. Donc ouais, je suis super motivée et je le sens bien. Et quelles précautions vous prenez pour assurer votre santé dans ces expéditions-là? Il y a une préparation, vous partez avec du matériel, comment vous êtes toute seule tout le temps? Comment ça se passe? Je suis jamais toute seule. Voilà. Il y a vraiment une équipe autour de moi. D'ailleurs, ça peut paraître être un sport très individuel et pour autant, il est très collectif. Faut savoir que toute l'équipe bosse toute l'année, autant que moi sur le projet. Donc moi, c'est physique et les autres réfléchissent pour moi, c'est ce que je dis souvent. Donc là, il y a quand même un médecin qui me suit toute l'année et qui sera présent sur la montagne aussi le jour de cette tentative. Voilà, on a quand même toutes les précautions. Oui, c'est ça. Quand vous partez, pour rassurer nos auditeurs, vous n'êtes pas toute seule avec votre petit sac à dos. Voilà, il y a quand même toute une équipe d'organisation autour de vous qui vous prépare le terrain, j'imagine, et c'est quand même vous qui faites la performance, mais vous êtes accompagné. En fait, j'ai 2 pacers, donc il y a quelqu'un qui va courir avec moi sur les 22 premiers kilomètres. Après, tout ce qui est très haute altitude, c'est un athlète qui est habitué à courir à haute altitude. En fait, ils prennent des relais et le médecin est positionné, c'est stratégique en fait, à une altitude qui dépasse les 5000 mètres d'altitude pour me checker et voir si je suis en capacité physique et physiologique de monter ou de redescendre, puisqu'il y a 2 checks imposés. Donc oui, tout est quand même très très calculé et ma préparation physique, elle est orientée sur ça, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'entraînement en hypoxie. Là, je pars sur fond romeux très régulièrement pour être en altitude et je fais beaucoup d'ultra-endurance. Voilà. Vous avez vos lièvres comme en athlétisme en fait, vous les lancez devant et vous suivez derrière quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et puis quand ils sont fatigués, ils s'arrêtent et c'est vous qui reprenez la suite. Alors ce qui est compliqué en ultra-endurance, c'est que souvent les lièvres, ils sont là pour me freiner. Voilà, c'est pour garder un tempo correct, pour pas que je crame du jus en fait pour rien et pour durer, parce que c'est des courses quand même qui flirtent avec les 20 heures de course. Donc là, l'idée c'est de le faire en 18 ou 19 heures, mais voilà. Et alors pour conclure cette interview, quels sont vos objectifs en termes de record sportif et d'accompagnement de personnes malades dans leurs défis? Donc le record c'est l'Aconcagua, voilà. Et après là, je retourne sur le Kilimandjaro 2 fois au mois d'août avec un jeune homme, Guillaume Lodini, qui est atteint de sclérose en plaques, et Julien Toraval, que j'ai déjà accompagné, qui lui a été opéré plusieurs fois d'une tumeur cérébrale. Et on a fait le Kilimandjaro ensemble l'année dernière et je crois qu'il y a pris goût. Donc voilà, ça fera mon 10e Kili cet été. Juste un rappel, la hauteur du Kilimandjaro pour nos auditeurs? On est à 5895 mètres d'altitude. Voilà, donc ceux qui se sentent autour de cette table d'aller rejoindre une expédition avec Vanessa, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec elle. Et si les auditeurs vous nous écoutez, s'il y en a qui veulent tenter l'expérience, je pense qu'elle sera heureuse de vous écouter et de vous accompagner. Avec plaisir. Merci beaucoup Vanessa d'être passée à l'antenne. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez pour nous parler de votre passion et défis à venir. Ok, merci. Suite à notre échange avec Vanessa Morales il y a quelques mois, l'Ultra Traileuse continue de repousser les limites du possible avec des défis toujours plus impressionnants. En janvier 2025, elle s'attaquera
s'attaquera au record féminin de l'Aconcagua, le plus haut sommet des Andes qui culmine à 6963 mètres en Argentine. Un défi mêlant endurance, préparation mentale et résistance aux conditions extrêmes. Mais Vanessa ne s'arrête pas là. En 2026, elle prévoit une course d'ultra-endurance sur glace, une discipline exigeante qui teste les capacités physiques et mentales dans des environnements glacés. Elle a également dans son viseur le Manaslu, un sommet majestueux de l'Himalaya qui s'élève à 8163 mètres. Des projets incroyables qui confirment sa détermination et son amour des sommets. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses prochaines aventures. Nous passons maintenant à Louis Dumas, athlète de haut niveau en ski alpinisme et membre du pôle sportif de Font-Romeu. Alors Louis, pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous parler de ce qui t'a conduit à développer cette passion pour le ski alpinisme? Et de mon côté, j'ai toujours grandi à la montagne en fait. J'ai grandi en skiant et par contre je suis arrivé au ski alpinisme assez tard, l'air de rien. Mes parents en faisaient déjà avant et moi par contre j'avais jamais trop accroché, même sur les premières sorties que j'ai faites j'ai pas trop accroché, et puis en fait c'était un peu un concours de circonstances et je suis un peu arrivé dedans avec l'appât de la section sportive à Font-Romeu et donc au final j'ai accroché, ça m'a plu et vraiment je me suis plongé dedans à fond et je regrette pas. Alors il faut savoir que le ski alpinisme est une discipline qui combine à la fois le ski de montagne et l'escalade sur terrain enneigé. Les pratiquants doivent naviguer entre montées et descentes, souvent sur des pentes escarpées, avec des sections de montée en utilisant des peaux de phoque pour adhérer à la neige, puis des descentes en ski. Le sport requiert une grande polyvalence car il mêle effort physique intense, technique de ski et capacité d'orientation en montagne. Compétitif et exigeant, le ski alpinisme se décline en plusieurs formats de course, allant des épreuves de montagne jusqu'au parcours de type vertical. Depuis sa reconnaissance dans les compétitions internationales, il est devenu un sport à part entière, attirant de plus en plus d'athlètes, dont la France, qui compte plusieurs talents prometteurs. Louis, ce sport se décline en plusieurs catégories. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont ces catégories? Oui, alors les différentes disciplines, en fait, ça s'échelonne vraiment sur des temps d'effort très différents. Pour faire simple, le temps le plus court, c'est un format qu'on appelle le sprint. Donc, c'est des boucles de 3-4 minutes qui sont vraiment un condensé de tout ce qu'on peut trouver dans le ski alpinisme. Et ça se fait sur un système de poules et d'élimination. Donc, chaque coureur passe plusieurs fois. Il y a aussi, donc ça, c'est une discipline olympique. La deuxième discipline olympique, c'est le relais. Donc là, c'est en mixte. Donc, c'est des boucles d'une dizaine de minutes, on va dire, et deux passages de la coureuse et deux passages du coureur. Voilà, ils se donnent le relais, ils alternent. Après, on a la vertical race, qui est là par contre c'est juste la montée qui est chronométrée, donc on part tous ensemble en bas d'une piste et quand on arrive en haut, c'est là qu'est jugée l'arrivée. Et après il y a les formats, on va dire les formats classiques, donc l'épreuve d'individuel qui consiste en plusieurs montées, plusieurs descentes, donc typiquement un parcours en montagne, et ça se décline aussi sous forme de course par équipe, donc on est en binôme. Et dans quelle catégorie ou distance évolues-tu personnellement? Moi je préfère les distances plutôt longues, donc l'individuel et la course par équipe, parce que je préfère plutôt l'endurance en fait, et je suis pas très explosif. Peux-tu nous dire quelles sont les mesures mises en place pour structurer et encadrer la pratique du ski alpinisme? En fait, le problème c'est qu'on est un sport qui n'a pas de diplôme propre juste pour l'encadrer. En fait, pour encadrer du ski alpinisme, donc si c'est du ski de randonnée sur la piste, ça peut être fait par des moniteurs de l'ESF typiquement. Par contre, à partir du moment où on évolue en zone montagneuse, pour faire simple, là il faut obligatoirement avoir le diplôme de guide de haute montagne. Il suffit pas d'avoir l'accompagnateur, où il n'y a pas un diplôme spécial pour le ski de randonnée. Et le diplôme de guide de haute montagne, c'est quand même assez difficile à obtenir. Il faut être vraiment très bon techniquement. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il peut exister un petit trou qui permet pas de bien accompagner facilement sur tous les secteurs du ski alpinisme. Ces dernières années, le ski alpinisme français a connu de beaux succès. Peux-tu nous citer quelques athlètes français qui excellent dans cette discipline? Dans les très bons sportifs qui performent à l'international sur cette année, on a quand même une très bonne équipe de France qui, je crois, fait première nation sur la saison. Après, au niveau des titres individuels, on a les Thibaut Anselmet et Emilia Ropp qui
qui dominent quand même une grande partie des disciplines et qui ont tous les deux obtenu le gros globe cette année. Et puis on en a plein d'autres en fait, parce que même si eux c'est les figures de proue, il y en a beaucoup d'autres derrière. Je pense par exemple à Robin Galindo qui cette année a décroché sa première victoire sur une Coupe du Monde alors qu'il a 23 ans. En fait, on a une très forte équipe de France quand même qui est très souvent sur les podiums et jamais très loin en tout cas derrière. Et récemment, la Fédération française de ski a créé un pôle espoir ski alpinisme à Font-Romeu. Quels sont les objectifs et la mission de ce pôle ? Alors le pôle espoir, ça a pour objectif d'amener et d'accompagner vers le haut niveau. Donc en fait, on est un groupe selon les années 6-8 skieurs. Et l'objectif, c'est de nous apporter un accompagnement quand même complet. Sur tous les pans. Donc on a l'entraînement qui est pris en charge et parfaitement encadré. On a également accès à de la préparation physique, préparation mentale, un service médical. On est accompagné aussi par un guide de haute montagne qui nous sert, qui fait vraiment la partie technique du travail. Au final, ça donne vraiment un accompagnement complet et je pense que c'est de ça qu'on a besoin pour arriver justement vers le haut niveau et être un peu libéré de certaines contraintes extérieures. Et oui, enfin, le ski alpinisme fera son entrée aux Jeux Olympiques d'hiver en 2026 à Milan-Cortina d'Ampezzo. Que représente cette nouvelle pour toi et pour la discipline ? Même si je suis pas dans ces formats olympiques et que j'ai aucune chance d'y prétendre, en fait c'est vraiment super de savoir qu'on est reconnu à ce niveau-là, puisque pour l'instant on n'est quand même pas énormément médiatisé non plus. Et puis même le fait d'avoir ces disciplines-là qui soient olympiques, ça peut aussi peut-être amener d'autres personnes à se tourner vers ça et peut-être développer la pratique par un autre côté, un côté peut-être moins montagne et un peu plus par la compétition ou par un aspect ludique peut-être. Et donc c'est vraiment j'ai hâte de voir certains qui sont des amis peut-être aller au jeu dans quelques années. Ouais. Un grand merci Louis pour cette interview passionnante sur le ski alpinisme. Ton expérience et ta vision de cette discipline émergente ont été un véritable enrichissement pour notre émission. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes prochaines compétitions et projets. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première mi-temps. Restez avec nous pour la suite où nous reviendrons sur les Jeux paralympiques de Paris 2024 avec des invités exceptionnels. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Didier, Hugo Didier et Ambroise Daudin qui viennent partager avec nous leur expérience dans leurs disciplines respectives et revenir sur l'incroyable parcours lors des Jeux paralympiques de Paris cet été. Nous débutons cette mi-temps avec Lucas Didier, vice-champion olympique en paratennis de table. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Lucas Didier, je fais du paratennis de table, alors para parce que j'ai un handicap au membre inférieur. J'ai commencé le tennis de table il y a environ 16 ans, depuis 6 ans en handisport. Et je viens d'avoir ma première médaille aux Jeux paralympiques, une médaille d'argent. Alors justement Lucas, tu t'es incliné en finale des Jeux paralympiques face au Belge Laurens De Vos, qui est 3 fois champion olympique consécutif si je ne me trompe pas. Mais tu reviens tout de même avec une magnifique médaille d'argent. Comment as-tu vécu cette finale et quelles sont tes impressions sur ton parcours ? Alors le but c'était vraiment de se faire plaisir en fait, parce qu'il y a 3 mois, j'étais pas encore qualifié aux Jeux. J'étais même pas près de me qualifier aux Jeux, j'étais trop loin, il manquait des points pour accéder à la meilleure place dans le classement mondial et pour me qualifier. Donc en fait pour moi, aller au jeu c'était vraiment un accomplissement. Pour moi le travail était fait, donc j'ai juste essayé en allant au jeu de prendre du plaisir et de profiter du moment, de
pourquoi je m'étais battu toutes ces années. Et au final, avec le plaisir, il y a eu l'envie, avec l'envie, il y a eu le niveau de jeu et donc il y a eu le résultat. C'est un bonus en fait, tu disais que tu es arrivé dans cette compétition-là, mais comment tu as pu accéder donc directement au jeu ? Il y a eu un moment où tu t'es qualifié comment finalement pour les Jeux ? En fait, je me suis qualifié, il y a un classement chez nous, un classement mondial. Et on participe à plusieurs tournois tout au long de l'année. Par exemple, cette année, j'ai dû en faire presque 10 pour essayer de me qualifier au jeu. Et en fait, au dernier, avant le moment où ils regardaient pour savoir qui était bien, qui était pas bien, au dernier qui était en Pologne, je suis arrivé à me qualifier parce que j'ai gagné des matchs inespérés. Ah, super. Alors, tu as joué face à un joueur redoutable qui était Laurent Devos. Quels ont été les moments les plus difficiles à gérer pendant cette finale finalement ? Ça a été dur. Honnêtement, ça a été dur, mais uniquement au niveau du tennis de table où il est très fort. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas perdu un seul match. Ah ouais. Donc il est vraiment très fort, mais honnêtement, à part dans le ping-pong, il n'y a eu aucun moment dur. J'étais juste là, je profitais le moment, je me disais c'était vraiment incroyable, on peut refaire 10 fois cette compétition. Peut-être que j'aurai la médaille que 2 ou 3 fois, et la médaille d'argent peut-être que j'aurai qu'une fois. Donc vraiment, j'ai juste profité et pris du plaisir. Avec une ambiance qui était délirante, quoi. Une ambiance vraiment stratosphérique. Pour nous, ça a été la dernière fois, je pense, qu'on a joué dans une salle avec 7000 personnes, et 7000 personnes qui sont uniquement avec vous. Quand on marque un point, tout le monde encourage. Quand l'autre marque un point, silence dans la salle, c'était vraiment quelque chose de magique. Et alors cette médaille d'argent a une saveur particulière pour toi et ta famille. Qu'est-ce que ça représente de voir ton frère Hugo et toi briller aux Jeux paralympiques dans 2 disciplines différentes ? Forcément un peu de fierté pour se dire qu'on est tous les deux de ma famille et qu'on a tous les deux une médaille. C'est ça aussi qui mettait une petite pique. Je me dis tiens, dès le premier jour il a une médaille d'or. C'est original. Il a mis la pression. Exactement, je peux pas partir sans avoir ma médaille, quoi. Je peux pas juste regarder les siennes. Ça a évité à maman de les séparer. Ils ont chacun leur médaille. Je pense que dans l'ambiance familiale, c'était une meilleure chose quand même. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avec le tennis de table Plaisance-Soie et l'impact que ce club a eu sur ta progression jusqu'au niveau paralympique finalement ? En fait, j'ai jamais quitté ce club à part cette année pour la finalisation, mais en fait, ce club, c'est toute mon enfance. J'ai grandi là-bas, tous les gens, je les connais très bien et ça a toujours très bien marché là-bas. Par exemple, il y a 3 ans, je suis parti à Montpellier pour m'entraîner, pour faire des études et pour m'entraîner dans un pôle. En fait, ça m'avait plus du tout plu. J'avais quitté cette ambiance familiale, tous mes amis, et j'avais voulu arrêter le tennis de table. Donc en fait, j'ai dit j'arrête. Puis je suis revenu à Plaisance et j'ai repris avec les gens que j'aimais bien et avec cette ambiance vraiment familiale et ça m'a redonné l'envie, quoi. Et alors malgré la défaite en finale, tu as réalisé un exploit en te hissant jusqu'à ce stade de la compétition. Quels sont tes objectifs futurs après cette belle performance à Paris ? Forcément, on va penser à Los Angeles en 2028, c'est une évidence. Là, on va prendre une petite pause histoire de récupérer un peu, de souffler, de se reposer mentalement surtout, parce que c'était le plus compliqué tout au long de ce parcours pour se qualifier pour la médaille. Mais évidemment, on a déjà les yeux rivés sur Los Angeles. Et donc là, il y a un classement aussi, c'est au classement que ça se passe, donc tu as quand même des compètes à faire avant tout ça, quoi. Exactement, il va vite falloir ressortir pour maintenir son classement, parce qu'actuellement, je suis passé numéro 3 mondial, donc, ah oui. Donc pour l'instant, je suis bien, mais il va falloir le défendre, parce qu'on est tous très proches, on a tous un niveau qui est vraiment similaire. On pourrait faire cette compétition, comme j'ai dit 10 fois, même en rejoignant les mêmes personnes. Ça se passera jamais pareil. Alors, l'Arena Paris Sud était pleine à craquer avec le public qui scandait ton nom. Comment as-tu vécu cette ambiance incroyable et en quoi cela t'a-t-il motivé lors de tes matchs ? Honnêtement, c'était un peu compliqué. Par exemple, en demi-finale, le match, une ambiance de fou, il n'y avait que moi qui jouais. Je commence à 6-0 pour l'autre parce que trop de gens qui crient, j'ai peur de décevoir. Donc vraiment très très compliqué, mais au final, une fois qu'on marque un peu de points, les gens ils commencent à nous applaudir, on commence à se relâcher, puis on commence à profiter de cette ambiance, à se servir de cette ambiance surtout parce que en fait, on n'était pas 1 contre 1, on était 7000 contre 1, quoi. On ne pouvait pas perdre. Ça devait être assez... rien que de ce qu'on voyait à la télé, c'était énorme. Donc j'imagine là, ce que tu pouvais ressentir toi-même, parce que ça envoie une énergie extraordinaire. Indescriptible. On a vécu ça une fois dans notre vie, et ce sera sans doute la dernière, mais vraiment indescriptible. Et alors pour conclure cette interview, on a une dernière question. Le niveau du tennis de table paralympique est extrêmement compétitif. Comment t'entraînes-tu pour rester à ce niveau d'excellence ? Alors moi, j'ai fait le choix quand même de mettre les études aussi en avant, mais je m'entraîne environ 3 heures tous les jours. Et dès que ça a été fini mes cours, je me suis entraîné matin, midi, tous les jours jusqu'au jeu. J'ai une petite question intermédiaire. Tu t'es déjà entraîné avec les frangins là, Félix un petit peu et toute la et Alexis. Et Alexis, pardon. Quand j'étais à Montpellier, je me suis déjà entraîné avec eux. Oui. Et alors la sensation face à eux ? C'était il y a 2 ans. Entre temps, ils ont vraiment explosé, mais déjà la sensation, on sentait qu'ils étaient forts. Ouais. Tu as pu suivre leur performance quand même. Exactement. Ouais. Puis j'ai pu les revoir à Paris lors des défilés. On a pu en parler, discuter. Vous avez de temps en temps des temps ensemble, non ? Pas du tout d'entraînement, ça se fait aussi ? Non, ça c'est pas trop. C'est pas trop d'entraînement ensemble, mais on peut se croiser sur les événements et on va discuter. Justement, est-ce que tu as participé à la parade des champions à Paris ? J'y ai participé. C'était un très beau événement. Franchement, c'était vraiment la dernière. C'était la 5e. C'était la fermeture.
un peu de nostalgie forcément. Lucas, un grand merci d'être passé à l'antenne pour nous parler de ton parcours et de cette belle médaille d'argent que tu as obtenue aux Jeux de Paris. Bonne continuation pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant son frère Hugo Didier, champion paralympique du 400 mètres nage libre dans la catégorie S9. Bonjour. Bonjour. Alors Hugo, en terminant devant Simone Barlam au 400 mètres nage libre, tu as offert à la France sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques. Quelle a été ta réaction en réalisant que tu étais champion paralympique ? Il y a eu plusieurs étapes quand même. La première réaction, c'est vraiment du soulagement. Quand tu es encore dans le bassin et que tu viens de finir la course, tu vois que ton plot s'illumine avec une seule petite lumière, synonyme donc de première place. La première réaction, c'est vraiment du soulagement parce que ça y est, 3 ans de travail, ça va payer. On n'a pas fait ça pour rien. Donc c'est vraiment du soulagement. Et puis plus on avance un peu dans le parcours médiatique et dans la sortie un peu du bassin, parce que quand on sort du bassin, on doit passer par le parcours média. Plus les journalistes nous parlent, nous disent que j'ai eu la chance de faire la première médaille d'or de la délégation paralympique. Je savais que c'était possible, je savais que je pouvais le faire. Donc ça restera dans l'histoire, restera dans l'histoire. C'est toi la première médaille. La première médaille d'or des Jeux Paris 2024 en France. Donc c'est beau, c'était pas mon objectif parce que mon objectif c'était plus le sportif, mais ça reste une belle anecdote à raconter et je pense de pouvoir lancer la délégation comme ça, que ce soit la délégation française ou la délégation de paranatation, ça, j'espère que ça en a aidé certains. Voilà, c'est tout. Alors que représente cette victoire finalement pour toi 3 ans après la médaille d'argent que tu avais gagnée à Tokyo? Vous venez me parler de la médaille d'argent, moi j'ai envie de parler de les médailles d'argent. Il y en a eu à Tokyo, il y en a eu il y a 1 an au championnat du monde, il y en a eu il y a 2 ans au championnat d'Europe, il y en a eu il y a 3 ans au championnat du... Bon voilà, ça faisait beaucoup de médailles d'argent. Ça faisait un peu pouli d'or quand même. Ça faisait un peu ça, ouais. Et j'avais vraiment envie de gagner. J'avais jamais gagné un 400 sur la scène mondiale avant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Je pense que j'ai eu la chance, on me l'a souvent dit, j'ai eu la chance de faire la course au bon moment. Vraiment la première médaille d'or, le 400, enfin c'est la course à gagner quoi. Et j'ai eu la chance de la gagner, donc c'était très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la course s'est déroulée de la manière prévue. Le plan de course, c'était exactement ça qu'on avait préparé avec mon entraîneur. C'est-à-dire que j'avais moins de puissance que mes adversaires, donc j'allais partir un peu plus en retrait, un peu plus derrière eux. Ouais, on a vu que ça prenait voilà. Un peu diesel quand même au départ. Exactement. Et au fur et à mesure de la course, sur le deuxième 200 mètres, je commence à rattraper un peu mon retard et c'est vraiment le schéma de course qu'on avait travaillé. Et le fait que la course se passe comme ça, dans les conditions comme ça, telles qu'elles sont avec la première médaille d'or et tout, je trouve que ça rend l'histoire sympa à raconter quoi. Elle est belle. Et on était là, on suivait. Effectivement, cet effet qui nous a donné de partir plus lentement. Puis, franchement, un peu comme on voit ça au 400 mètres, les gens qui courent au 400 mètres, on a vu des courses comme ça où les gens reviennent sur les autres. C'était un peu l'impression que ça donnait. Il y a vraiment plusieurs stratégies. Ça dépend vraiment du physique de chacun, de la tactique de chacun. Et moi, physiquement, je suis moins solide au niveau des jambes que mes adversaires, même si on est tous en situation de handicap. Je sais qu'ils sont beaucoup plus puissants que moi sur les membres inférieurs et sur les départs, sur les virages, ils sont beaucoup plus forts que moi. Je sais que ma force, elle est ailleurs. Pour autant, quand je les ai vus avec beaucoup d'avance à mi-parcours, je me suis pas inquiété. J'étais hyper serein. Et c'est quand même assez étonnant parce que j'étais très serein alors que j'avais quand même beaucoup de retard. Et au final, quand je commence les premières longueurs de la deuxième partie de course, je suis persuadé que j'ai gagné. Mais dans la tête aussi, ce que t'as fait un travail dans ta tête parce que souvent quand on se sent loin, on a tendance psychologiquement peut-être à lâcher. Toi, c'est pas ce qui s'est passé. Tout à fait. Et ce travail psychologique, il était d'autant plus important du fait qu'on avait les Jeux à domicile. Un certain nombre de fois, mon coach peut répéter, va pas falloir s'emballer parce que le public, les cris, la ferveur, l'adrénaline, tous ces éléments-là vont nous faire qu'on peut carrément perdre nos moyens dans un sens ou dans l'autre. Et l'objectif pour moi, c'était de pas m'emballer parce que si je m'emballe, je sais que je peux exploser. Et j'ai réussi à pas m'emballer, à calmer vraiment ma nage, à calmer mes émotions aussi parce que c'est un paramètre qui est extrêmement important. Quand je suis rentré en série du 400 mètres nage libre, donc première épreuve, premier Français à nager, et quand j'ai vu la piscine de 15 000 personnes remplie, c'est beaucoup d'émotions qui ressortent et il fallait vraiment les canaliser. Et ce travail psychologique a été extrêmement important. Ouais. Et tu as également remporté l'argent sur le 100 mètres d'eau et le 200 mètres 4 nage. Comment gères-tu les attentes personnelles et celles de ton entourage après ces multiples podiums ? Et ben justement, j'ai abordé ces jeux avec beaucoup plus de relâchement que j'avais abordé ceux de Tokyo, parce que j'ai eu la chance de faire ceux de Tokyo aussi avec une médaille d'argent, une médaille de bronze. Beaucoup plus de relâchement, beaucoup moins de stress. Je me rappelle, avant le 400 nage libre, je n'ai même pas regardé la start list. C'est-à-dire que je n'ai même pas regardé les autres nageurs qui m'entouraient. Ça ne m'intéressait même pas. J'étais tellement focus sur ce que j'avais à faire que ça devait que se passer comme ça. Et voilà, j'ai préféré me focaliser sur moi-même, ne pas tenir en compte les attentes que pouvaient avoir les autres, ma famille, mes coachs, mes amis, le staff, les organisations un peu institutionnelles. Et je me concentrais sur moi, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'avais à faire, et j'ai balayé tout ça. Super. Alors justement, tu as aussi partagé avec Hector Denayer un podium sur le 200 mètres 4 nage. Quelle importance tu accordes à ce genre de moment partagé avec un autre athlète français finalement ? Et ben moi je pratique le sport de haut niveau pour les moments comme ça, pour l'émotion, au-delà de l'aspect purement sportif, de la médaille, du résultat, tout ce que ça peut engendrer. Je trouve que partager des émotions, partager ses expériences avec des autres sportifs, qui plus est des amis, je trouve que c'est vraiment le moteur du sport de haut niveau. En tout
tout cas pour moi. Et partager ce moment-là, on l'avait déjà fait au championnat d'Europe, on avait fait premier et deuxième. Mais là, on se l'est répété, on ne pensait même pas ça possible. Tant la concurrence était forte. On avait à côté de nous le recordman d'Europe, donc c'était des sacrés clients, le champion paralympique, le vice-champion paralympique. Nous, on était relativement outsiders et pouvoir faire ce podium partagé là, c'était incroyable parce qu'on avait déjà eu la chance de faire un podium chacun. Moi sur le 400 mètres nage et sur le 100 mètres d'eau et lui sur le 100 mètres brasse. Mais partager un podium paralympique, c'était quelque chose de très fort. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ta préparation pour ces Jeux paralympiques de Paris ? Ouais, c'est une préparation qui a duré 3 ans, parce que les Jeux de Tokyo ont été reportés. Une Paralympiade, normalement, c'est 4 ans, comme une Olympiade. Mais avec les Jeux de Tokyo reportés, cette Paralympiade-là, c'était 3 ans. Donc ça a été 3 ans extrêmement intensifs. Une première année un peu moins construite, parce que forcément, quand on sort d'une Paralympiade, on a envie un peu de relâcher un petit peu la pression, et donc une année, même si je m'entraînais 2 fois par jour, c'était une année avec des ambitions un peu moins élevées. Et les 2 dernières années à s'entraîner 2 fois par jour avec des objectifs, penser H24 à ce qu'on veut, à ce qu'on va chercher, c'est quelque chose de très intensif, que ce soit physiquement, nerveusement. Je pense que cet hiver a été extrêmement difficile pour moi, pour mon entraîneur, avec des doutes, des remises en question, des blessures, des moments très difficiles, et cette préparation a été très compliquée. Voilà, j'essaie d'en garder des bons moments, il y en a eu, c'est vrai, de partage avec les copains, que ce soit sur des stages, aux entraînements, mais je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt retenir la difficulté de cette préparation en fait. Là tu vas laisser retomber un petit peu ce qui vient de se passer, mais on a envie quand même de te poser la question parce qu'on est un peu franchouillard dans l'esprit, et t'as préparé l'avenir, c'est quoi à long terme? On parlait tout à l'heure de Los Angeles, c'est quoi les prochaines grosses étapes que tu te fixes? C'est extrêmement difficile de se projeter parce que là on part sur 4 ans qui vont être difficiles. Pour autant, j'ai envie de continuer à nager. J'ai envie de continuer à nager pour partager des moments avec les amis, pour partager des moments avec la famille, pour vivre d'autres podiums ensemble. Mais j'avais du mal à me projeter avant Paris, mais là je pense qu'aujourd'hui je me projette 4 ans supplémentaires parce que tu te sens physiquement encore dans le coup pour aller chercher Oui, physiquement oui. Moralement aussi, parce que 23 ans. Oui, mais en natation on sait que c'est ça s'arrête tôt. Non, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. On sait que les nageurs, on a des exemples, c'est exigeant. Voilà. Donc c'est pas évident même à 23 ans, et quand on va plus loin, on parle de 4 ans, ça sera 27 ans. Oui. Donc c'est la question que on a le droit de se poser. Tout à fait, je me la suis posée. J'avais beaucoup de doutes parce que voilà, c'est des sacrifices, c'est des levées 5h30 le matin, voilà. C'est des déplacements où on passe, c'est des sacrifices. Donc je me suis posé la question, mais au final voilà, j'ai envie de repartir sur un cycle. En fait, je le sens que je peux pas m'arrêter maintenant. Je sens que c'est pas fini, même si l'objectif suprême sportif est atteint. Je sens que j'ai envie de tâcher de vivre d'autres moments, de voyager encore grâce au sport et de vivre ces moments-là. Mais ouais, non, je me projette encore sur Los Angeles. D'ici là, bien sûr, des étapes intermédiaires. On aura un championnat du monde en 2025, un championnat d'Europe en 2026 et un championnat du monde en 2027. En 2026, ce sera en septembre à Singapour. En 2025, pardon. Mais ouais, Los Angeles, on se projette. Je pense que Paris 2024 a mis la barre très haut, et que Los Angeles va devoir répondre, et ça risque d'être aussi... Et là-bas, c'est les États-Unis aussi. Ouais, ça va être très gros, très grandiose. Mais en termes d'ambiance... Ils n'ont pas la Tour Eiffel. Non, bien sûr. Bien sûr. Ils ont une version miniature à Los Angeles, je crois, quand même. Mais c'est pas la Tour Eiffel. Non, c'est pas la vraie. Mais on revivra jamais ce qu'on a vécu à Paris. Non. En tant que Français, l'ambiance à la piscine, c'était quelque chose de... Champion paralympique chez toi à Paris, voilà. C'est en France, c'est génial. Tu fais aussi partie de 2 clubs, la jeunesse sportive de Cugno Omnisport et les Dauphins du TOEC. Comment ces environnements de clubs t'ont permis de contribuer à ce développement en tant qu'athlète de haut niveau? Parce qu'on parle souvent de l'athlète, mais pour devenir un athlète, il faut aussi qu'il y ait des bases. Ouais, bien sûr. En fait, je suis licencié au Cercle des nageurs de Cugno. Donc c'est le club sur lequel j'évolue depuis maintenant presque 15 ans. C'est le club qui, voilà, j'ai toujours nagé avec des valides, et c'est le club qui a accepté le challenge en tant que athlète en situation de handicap, qui s'est dit ok, on peut faire quelque chose, on va créer une section handisport pour toi, et c'est ce club là qui m'a formé et qui m'a lancé dans le handisport. Et puis il y a 5 ans, j'avais besoin aussi de retrouver quelque chose à l'entraînement, une certaine stimulation. J'avais besoin d'aller voir des nageurs qui nageaient encore plus vite que moi, et c'est pour ça que je suis parti aux Dauphins du TOEC, où j'ai retrouvé voilà une structure d'entraînement incroyable, des partenaires d'entraînement qui ont un niveau meilleur que le mien, des entraîneurs qui sont très bons dans ce qu'ils font, et tout comme mon entraîneur d'ailleurs, Samuel Chailloux, à Cugno bien sûr.
mais j'avais besoin d'avoir quelque chose en plus. En fait, je retrouvais ce que je ne retrouvais pas à Cugnot et inversement. J'avais vraiment besoin de cet équilibre-là, et ça s'est très bien dégoupillé. On avait des très bonnes relations entre les deux clubs. Samuel, donc, qui est mon entraîneur au quotidien, qui est parti avec moi au jeu, qui m'entraînait tous les jours 24 heures sur 24 l'année dernière, s'entendait très bien avec les dauphins du TOEC en tant que licencié de Cugnot, et ça s'est très bien passé, et j'étais content de trouver cet équilibre entre ces deux structures, et j'ai pris plaisir à mener à bien cette préparation dans cette situation-là. Et tu as partagé une ligne d'eau avec Léon Marchand ? Ça m'est arrivé, alors on n'est pas dans le même groupe parce que lui est dans un sûr. groupe différent que le mien, mais puis il s'entraîne aux États-Unis aussi, donc l'année il n'était pas là, mais on a fait quelques entraînements à côté, pas les mêmes entraînements bien sûr, mais on était à côté dans la piscine pour s'entraîner, notamment à la fin de la préparation là pour les Jeux Olympiques, juste avant qu'ils partent eux en stage terminal à Vichy. Ils étaient à Toulouse, et on a pu partager quelques créneaux d'entraînement en tout cas. Ouais. C'est impressionnant quand même d'avoir un personnage comme ça à côté de toi. Ça motivant, ça rebooste. Bien sûr, c'est très inspirant son histoire et ce qu'il a fait après par la suite sur les Jeux. Mais nous on savait déjà que c'était un phénomène bien avant ces Jeux de Paris. Et oui, bien sûr, c'est très inspirant de le voir nager. On a envie de regarder quand on est à côté. On regarde discretos comment il fait dans la ligne d'à côté, quoi, bien sûr. Tu piques un secret. Bien sûr, je parle pour moi, mais je pense pour tous les autres Bien nageurs sûr. et nageuses, c'est pareil, parce que ce mec-là, en une semaine, c'est devenu une légende du sport français. Et pour conclure cette interview, l'ambiance à Paris La Défense Arena était incroyable. Comment as-tu vécu cette énergie et ce soutien du public ? Eh ben, j'ai été très surpris. Dès ma première série, dès 8h du matin, il était 9h du matin, un jeudi matin, la piscine La Défense Arena était complète à 15 000 personnes. En période, un 29 août, pardon. J'ai trouvé ça fou parce que quand tu rentres sur le bassin, les frissons que tu ressens, ils sont énormes. Et les émotions, tu peux pas ressentir autant d'émotions qu'à ce moment-là. Quand t'as 15 000 personnes qui crient ton nom, le premier jour, les séries d'un événement comme ça, c'est très fort, ça te prend au visage, t'as les émotions t'as l'impression que tes émotions vont ressortir par ton nez, par ta bouche, tellement c'est des choses très fortes que tu ressens en termes d'adrénaline, de circulation sanguine, et c'était très fort. Je m'étais préparé, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Et pouvoir partager ça avec le public, pouvoir leur montrer que cette médaille, c'est aussi pour eux, pour la France, pour tous ceux qui sont venus à la Défense Arena, et pouvoir vraiment partager ça avec eux, partager ces émotions, c'est l'essence même du sport de haut niveau. Un grand merci Hugo pour cette interview inspirante, ta performance exceptionnelle aux Jeux Paralympiques de Paris. Avec cette médaille d'or et tes autres podiums, c'est un véritable exploit et un exemple de détermination. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans la suite de ta carrière. Et encore félicitations pour ton incroyable parcours. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Merci à vous. Nous avons maintenant le plaisir de donner la parole à Ambroise Daudin, membre de l'équipe de France de goalball. Bonjour. Bonjour. Alors Ambroise, la France a remporté sa première victoire en goalball aux Jeux Paralympiques de Paris en battant l'Égypte 6-4. Que représente cette victoire pour vous ? C'est une belle surprise déjà parce que vu l'écart de niveau, on n'était pas sûr de pouvoir gagner un match. On avait même peur de perdre avec des gros écarts. Heureusement, on a beaucoup travaillé, donc on a quand même mis les moyens. La fédération nous a permis de bien nous entraîner. Et c'est une belle surprise. Pas tant que ça finalement, parce qu'on avait quand même bien bossé. Mais il y a quand même le doute quand on arrive dans une compétition comme ça là et qu'on est une jeune équipe comme la nôtre. Donc belle surprise et surtout grosse fierté. Alors le match justement contre l'équipe était très serré, un score très serré. Ouais. Quelles ont été les clés pour sortir victorieux de ce moment décisif finalement ? Je pense que comme dans beaucoup de sports, il faut de la patience, il faut du mental, rien lâcher, une cohésion d'équipe qui nous a permis de rester justement soudés, de rester défensif jusqu'à la fin du match. Et je pense que c'est le premier qui lâche en défense qui a perdu quoi. Là, c'était le cas. Les Égyptiens se sont fait avoir sur une belle ligne et ça nous a permis de remporter la victoire. Ça s'est joué dans la tête pour toi ? Oui, bien sûr. Ouais, c'est une grande, pas que, mais oui, une grande partie de mental. L'aspect mental est important dans ce sport-là ? Oui, la concentration surtout, c'est primordial parce que il y a beaucoup d'informations. Il y a le bruit du ballon, il faut savoir lire une trajectoire. Il y a la communication avec les joueurs, la communication avec le banc, l'arbitrage. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, il faut vraiment rester concentré, essayer d'être dans un état un peu méditatif, de pleine conscience. C'est ce qui ressemble un petit peu le plus à l'état mental d'un joueur de goalball. Et alors, terminer le tournoi à la 7e place est un moment historique pour le goalball en France. Comment avez-vous vécu cette progression au fil du tournoi ? On a d'abord été très contents de nous parce qu'on a accroché de grosses équipes. Il faut savoir que nous on est classé 26e mondial si je dis pas de bêtises et toutes les équipes étaient professionnelles déjà d'une part, ce qui n'est pas notre cas, et toutes dans le top 10. Donc faire un si peu d'écart contre le Brésil par exemple qui sont premiers, c'était vraiment une grande fierté. On était très très contents et après tout le long il y a eu des moins
moins bon, mais l'ensemble de notre performance, on en est très fiers et ça promet de belles choses pour le futur du goalball, en tout cas pour l'équipe de France. Alors, justement, le goalball est un sport uniquement paralympique qui demande principalement beaucoup de concentration et de coordination. Est-ce que tu peux nous parler de la préparation nécessaire pour atteindre ce niveau de performance quand même ? Alors, de la préparation physique, bien évidemment, ça c'est quasiment tous les jours. Évidemment, de l'entraînement, nous, c'est là où se faisait la différence avec les équipes professionnelles, c'est qu'on est tous en club, on s'entraîne tous en club, et on est dépendant des structures, des mairies et de la place dans les gymnases. Après, on a aussi des entraînements en équipe de France, mais c'est pareil, c'est soumis à un budget que nous alloue la fédération, donc il n'est pas illimité. Donc on avait quand même des entraînements assez réguliers. On a eu une dernière année avant les Jeux paralympiques qui était très intensive, mais rien à voir avec des équipes qui peuvent être professionnelles. Et puis on avait un coach mental aussi, et ça nous a beaucoup aidé, je pense, au niveau de la concentration, au niveau de l'individu. Quand on se prend un but en tant que joueur, on s'en veut. Toujours. Ça, c'est dans pas qu'un sport, c'est propre à tous les sportifs, je crois que. Exactement. Ouais. Et donc là, le piège, c'est de couler, de rester sur cet échec, de pas arriver à passer au-dessus et de s'en prendre d'autres derrière. D'ailleurs, c'est le jeu. Généralement, un joueur qui vient de se prendre un but, l'équipe adverse va insister sur lui parce qu'il sait que mentalement ça peut s'écrouler. Il sait que ça peut encore rentrer par là. Et donc, le but, c'est d'arriver à se relever, de se dire c'est pas grave, de compter aussi sur ses coéquipiers, d'où l'importance de la cohésion d'équipe. Et tout le travail va être là, la cohésion d'équipe, le travail individuel, mentalement, physiquement, et puis l'entraînement en club, l'entraînement technique. Alors justement, votre parcours avec le club sportif de l'association Valentin Huy à Toulouse a sûrement joué un rôle important dans votre carrière. En quoi ce club a-t-il contribué à votre développement en tant qu'athlète ? Déjà, c'est mon club un peu berceau parce que c'est là où je suis né en tant que joueur de goalball. C'est là où j'ai découvert le goalball, où je suis tombé amoureux du goalball. Donc je suis très attaché à ce club. J'en suis parti pour le bien de ma progression, parce que je pense que pour un joueur de goalball, c'est important d'évoluer aussi dans d'autres clubs, d'aller jouer. Moi, je suis allé jouer à Lyon, par exemple, où mes collègues de l'équipe de France, en tout cas certains de mes collègues de l'équipe de France jouaient. Ça m'a permis de jouer avec eux, donc de pouvoir renforcer un peu la cohésion avec eux, renforcer la communication. Et puis il y avait un niveau un petit peu supérieur à l'époque à Lyon. Donc pour moi c'était très important. Et puis Lyon était la seule équipe à cette époque aussi à faire des compétitions internationales au niveau des clubs. Ce qui n'est plus le cas, parce que cette année avec Toulouse on a aussi fait une compétition à l'international. Mais donc ce club, j'y tiens beaucoup. Je suis revenu maintenant à Toulouse depuis une année et j'ai bien l'intention de le faire, de participer à son développement et notamment à l'international. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les Jeux, parce que cette première victoire aux Jeux, ça représente finalement un cap pour le goalball en France. Quels sont tes prochains défis dans cette discipline en pleine croissance ? Les prochains défis, ça va être Los Angeles. Là, il va falloir se qualifier cette fois. Ça va être vraiment un gros défi. 26e, premier, ils prennent pareil, il y aura une sélection d'un nombre, il y aura des quotas aussi. Comment ça se passe ? Oui, il faut arriver dans les 3 premiers de la poule A au niveau des championnats d'Europe. D'accord. Donc nous, il faut savoir qu'on a été en poule C il y a un an. On est arrivé 4e. On s'est fait repêcher parce que par le jeu de la géopolitique, la Russie a été et donc nous on a été repêchés en B. Donc évidemment en B personne nous attendait. On pensait tout le monde pensait qu'on allait redescendre en C, ce qui n'a pas été le cas. On a fait une très très bonne compétition. Malheureusement on est arrivé 4e. On aurait voulu faire le hold-up et arriver dans les 3 premiers pour passer en A. Mais c'est pas fini. Dans 2 ans il y a les championnats B le championnat d'Europe B qui arrive. Et cette fois on a bien l'intention de passer en A et éventuellement d'aller chercher la place. Exactement. Et alors pour conclure cette interview, l'ambiance à Paris durant vos matchs a certainement joué un rôle. Comment avez-vous ressenti le soutien du public à Paris Expo Porte de Versailles ? C'était incroyable. Incroyable parce que je pense que dans ma carrière, je ne revivrai jamais ça. Une salle de 4200 personnes avec un public acquis à votre cause forcément puisqu'on est en France. Une ambiance de folie. Et alors la peur qu'on avait, c'était le silence. Parce que le silence est imposé au goalball, comme il l'est au tennis d'ailleurs. Oui.
Et bon, on avait peur que 4200 personnes, ça peut être un peu dur à contenir. Surtout que dans les stades ailleurs, c'était la Marseillaise en permanence, et ça voilà, criait dans tous les ça. sens. Je crois qu'ils ont fait des consignes justement au public pour ne pas trop crier dans vos matchs, non? C'est pas ça? Oui, tout à fait. Il y avait des bénévoles qui expliquaient dans les gradins. Il y avait de la moquette sur le sol pour éviter que les gens qui se déplacent fassent trop de bruit. Il y avait des rideaux acoustiques, etc. Et malgré tout, l'acoustique de la salle était très bonne. Donc sur le terrain, on entendait quand même pas trop. Ça résonnait pas beaucoup. Donc on entendait bien le public, bien sûr, mais c'était pas gênant au point que ça devienne trop fort pour jouer. Cependant, il y avait quand même du silence. Les arbitres arrivaient à imposer un silence, et c'est ça qui était fort, c'était l'attention. On sentait l'attention dans le silence du public pendant le jeu. Il y avait quand même quelques soupirs collectifs, on les entendait. Et dès qu'on marquait un but, c'était l'explosion de joie. Et ça, c'était incroyable. Il y avait une complicité avec le public qui était... voilà. Moi, je voudrais remercier tous les gens qui se sont déplacés parce que c'était incroyable. Et je remercie aussi les bénévoles qui étaient vraiment d'une gentillesse infinie. Ce que je peux dire, c'est que pour l'avoir regardé à l'antenne, on le ressentait. C'est-à-dire que cette ambiance que vous avez, d'abord on a découvert, parce que le goalball n'était pas forcément connu, il faut l'avouer humblement, et on s'est passionné, on a regardé, et cette ambiance, cette transmission, ces Marseillais, ces encouragements que tout ce public vous donnait, ça passait à travers l'écran presque. C'est ça qui était passionnant, et je pense que le public a été conquis par rapport à ça. Tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs, de gens qui découvraient le goalball, des gens qui voulaient revenir, qui voulaient revoir des compétitions, qui se sont intéressés. Je pense que le goalball a surpris, et moi, c'est ce qui m'a fait. Vous voyez, quand j'ai découvert le goalball, j'ai été surpris par ce sport, parce que c'est un sport qui n'a aucune équivalence chez les valides, et c'est incroyable comme sport. C'est un sport qui est spécifique à la culture déficient visuelle, et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde. C'est un sport qui est vraiment étonnant. Donc je conseille à tous ceux qui le connaissent pas encore de venir le découvrir dans les clubs près de chez vous, et puis sur YouTube, à la télé. Alors, justement, j'avais envie de te poser cette petite question parce que j'ai lu à travers différents articles que c'était une vraie passion pour toi, que tu avais presque tout quitté pour faire ce sport-là, et que tu t'étais investi, même à l'âge que tu as aujourd'hui, pour aller plus loin dans la discipline. Ouais, c'est vrai que moi je ne travaille pas. Les dernières années avant les Paralympiques, je me suis consacré que à ça. C'était assez compliqué. Heureusement, j'ai une compagne qui est formidable et qui s'est beaucoup occupée de... On la salue, on la remercie. Voilà, merci Nadège. Qui s'est beaucoup occupée de ma fille, qu'il a fallu garder, faire beaucoup de babysitting, qui s'est occupée de mon administration, de beaucoup de choses, et heureusement qu'elle était là pour me soutenir. Elle est elle-même joueuse de goalball, et je pense que ça a beaucoup aidé dans sa compréhension de mon implication dans cet investissement. En tout cas, ça nous a fait très plaisir d'avoir un champion à cette antenne et si on parlait de sport, de nous parler de ta passion, parce que c'est un bel exemple pour tous ces jeunes qui cherchent aujourd'hui. Peut-être certains à travers ton témoignage qui vont se dire pourquoi pas, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on ne connaît pas forcément bien, et quand on découvre ce que vous êtes capable de faire, la manière de plonger, la manière de s'allonger, de relancer le ballon. Enfin, moi, je suis un passionné de sport, mais j'ai vraiment découvert quelque chose qui m'a enthousiasmé. En tout cas, bravo pour cette équipe de France. Merci. Et le travail que tu as fait. Salut aussi les gens de l'équipe de France, parce que je crois que ça a fait rêver plein de gens. On vous espère plus loin, et pourquoi pas vous soutenir pour Los Angeles. On va tout faire pour, et là pour l'instant c'est un petit peu le repos après la guerre, mais on y retourne bientôt, et on va se qualifier. On peut vous voir jouer où? Il y a des possibilités de voir des matchs? Comment ça se passe? Tout à fait, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Goalball France, ou Goalball TV pardon, et il y a des compétitions nationales, donc chez les filles comme chez les garçons. Il y a le championnat de France, et il y a également la Coupe de France. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la FFH. Je pense que les dates y sont inscrites. Et puis il y a des tournois internationaux qui arrivent en France pour la première année. Enfin, pas pour la première année, mais ça commence à se développer un peu plus sérieusement en France, et puis dans toute l'Europe. Un grand merci Ambroise pour cette interview fascinante. Ta performance historique avec l'équipe de France en goalball, notamment cette première victoire aux Jeux Paralympiques, et votre progression tout au long du tournoi est un moment marquant pour ce sport en France. Félicitations pour votre excellent parcours et pour avoir porté haut les couleurs du goalball. Merci également d'avoir partagé ton expérience avec nous. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans la suite de ta carrière et de nouveaux défis à relever. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission spéciale Noël, mais ne partez pas trop loin car nous avons une belle prolongation qui vous attend. Avant de nous quitter, voici le rendez-vous incontournable des passionnés et des acteurs du sport. Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport, la prolongation. Depuis son lancement le 14 juin 2023, l'émission « Et si on parlait de sport » s'est imposée comme un véritable terrain de jeu médiatique pour tous les auditeurs, tous les amoureux de sport et ceux qui font le sport.
Mais au-delà du simple plaisir de l'écoute, elle est devenue une plateforme d'échange et de visibilité essentielle pour les clubs, les comités, les ligues et même les entreprises. Donc, Pauline et Laurent, quelle idée, qu'est-ce qui vous a pris est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs comment c'est arrivé, qu'est-ce qui levait et quelle est la philosophie et l'ambition ? Bon, en quelques mots, c'est une rencontre avec Brigitte Linder du comité départemental olympique de Haute-Garonne. On s'est mis autour d'une table tous les deux et puis on a dit si on faisait une émission sur le sport. Voilà, c'est parti sur une idée comme ça. Il y avait à moyen terme les Jeux Olympiques qui arrivaient et on s'est dit on va se lancer, cette idée folle. Et on s'est dit on lance une émission et on est parti sur une feuille blanche. Et là, c'était des belles rencontres qu'on a eues autour de nous, y compris Pauline qui nous a rejoint tout de suite pour la deuxième émission. Et avec Pauline, on a construit ce projet. Et Pauline et d'autres, sans oublier tous ceux qui nous ont aidés au démarrage. On avait aussi Audrey, on avait Christian et d'autres, et bien sûr toi Bernard. Et on a lancé ce projet un peu fou, et on en est aujourd'hui très fiers. Je crois que Pauline, tu as participé à cette émission. Toi, t'es arrivé avec tes grands yeux de jeunes journalistes qui sortaient d'école, et puis tu as tout de suite adhéré. Exactement, heureusement que tu m'as invité. Je sortais d'école et c'est ce qui m'a permis d'apprendre sur le tas. C'est là où on apprend beaucoup mieux qu'à l'école. Et en fait, à l'origine, et si on parlait de sport, qui avait pour but d'explorer, ce qui pousse des millions de personnes à se dépasser, à aller plus vite, plus haut, plus fort, ensemble, comme le dit la devise olympique, et produit en partenariat, comme tu l'as dit Laurent, avec le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Ce rendez-vous hebdomadaire promet une immersion totale dans l'univers du sport, qu'il s'agisse d'explorer ses dimensions techniques, humaines ou même philosophiques. Et dans un format résolument dynamique et rythmé, l'émission invite à découvrir toutes les facettes du sport, des exploits spectaculaires aux petites histoires du quotidien. Que vous soyez fan de haut niveau ou simple amateur de sport loisir, cette émission vous fait vibrer. Ici, tout le monde a sa place. Oui, on voulait en fait un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les acteurs du sport. C'était ce projet qu'on a essayé de mettre bout à bout et qui a donné de très beaux résultats. C'est très bien, on vous en félicite et on se réjouit. Et les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux se régalent et suivent et sont impatients du mercredi. Après la genèse, la philosophie, l'ambition, et on comprend mieux d'où ça vient, donnez-nous des chiffres, Pauline et Laurent. Déjà, il faut savoir qu'on a démarré il y a 18 mois cette émission avec des statistiques qui sont aujourd'hui assez impressionnantes. On est nous-mêmes surpris parce qu'on réalise pas vraiment aujourd'hui. 160 disciplines sportives ou événements ont été traités à l'honneur avec des interventions de près de 400 invités. On a eu des sportifs, des dirigeants, des entraîneurs ou encore des personnalités du monde associatif. Ça représente 80 émissions aujourd'hui, de 60 minutes et à raison d'une diffusion par semaine, donc un rythme qui n'est pas baissé, avec des contenus qu'on a essayé d'être aussi captivants et variés les uns des autres. On a réalisé aussi 15 émissions spéciales, Pauline, avec certaines belles émissions dont le rugby, où de rugby on a commenté un match avec toi aussi Bernard de rugby de 1920, c'était des beaux exemples. On a aussi travaillé sur des sports paralympiques, sur le Tour de France, sur une belle émission aussi avec les comités sportifs qui ont joué le jeu sur Respecter mon sport, et aussi à la place du Capitole où on était présent pour Handisport en fait. Voilà des actions qui ont été faites, 108 chroniques sportives et 47 chroniques spéciales que l'on a réalisées avec le Tour de France, 8 chroniques, la Coupe du Monde de rugby, on était vraiment proche de nos amis du rugby pendant ces moments forts ici. On a travaillé 27 chroniques, on l'a vu, sur les Jeux Olympiques, et tout ça avec un rythme vraiment régulier. On a réalisé aussi 62 interviews exclusives avec des entretiens approfondis avec des champions, des élus ou des présidents de fédération, avec des témoignages pour comprendre le sport sous toutes ses coutures. Une audience digitale, on nous demande souvent, mais en fait il y a plusieurs formes d'audience, mais une audience digitale où 90 000 vues sur le site internet pour une première expérience, avec 700 impressions sur YouTube, ce qui veut dire que on commence à être bien écouté et bien vu. Voilà, ce sont des chroniques aussi qui ont permis de jouer un rôle essentiel dans cette percée de statistiques. Ça me paraissait important de le dire, non pas qu'on s'en cherche gloire, mais quand on part d'une feuille blanche, parfois on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et il y a deux audiences. Il y a cette audience, on va dire, naturelle, qui est chiffrable, et puis il y a l'audience aussi qui est celle de l'écoute et du bouche à oreille, qui marche aussi très bien, parce qu'en fait, chaque semaine, l'audience augmente, puisque nous avons des comités qui viennent nous voir et qui eux-mêmes retransmettent ces émissions à qui que l'on donne. D'ailleurs, c'est que ces podcasts, ils peuvent les utiliser et en servir en termes de communication. Je puis témoigner à l'écoute de vos propos, les auditeurs doivent le savoir, pour vous suivre et être fidèle et être pris un petit peu si on parlait de sport le mercredi, j'aimais bien vous écouter.
Je sais et je dois dire tout le travail que vous faites avec Pauline et Laurent. Il faut savoir derrière les écrans, quand on est élangé, qu'on se fait un podcast, tout va bien, mais que vous avez beaucoup d'heures de travail, de préparation. Et ces chiffres-là sont éloquents, méritent d'être soulignés. C'est un véritable succès. Moi, je peux me permettre de le dire, puisque je ne suis pas partie prenante si on parlait de sport. Mais je suis très honoré, je tenais à vous en féliciter et que les auditeurs le ressentent, mais en soient totalement convaincus. Le sport, c'est bien, la genèse, c'est bien, les chiffres sont très bien et tant mieux. Le sport, c'est quoi dans notre société ? C'est quoi dans l'actualité, le sport ? Et si on parlait de sport, ne se limite pas à l'exploration des résultats ou des performances. L'émission met un point d'honneur à aborder des thèmes de société comme le respect dans le sport, l'inclusion ou encore l'importance de l'éducation physique à l'école, avec des sujets aussi variés que Respecter mon sport, comme l'a dit Laurent, ou les initiatives pour les personnes en situation de handicap. L'émission prouve que le sport est un vecteur de transformation sociale autant qu'une scène de spectacle. Oui, c'est très important. Merci Pauline de l'impact sportif dans la société, dans le quotidien. Laurent, un rendez-vous qui s'ancre dans le paysage sportif, et si on parlait de sport, c'est quoi un rendez-vous ? Je crois, on aime bien dans le sport raconter des histoires, c'est une fenêtre ouverte sur l'histoire humaine, je pense, un relais pour les valeurs fondamentales du sport, un tremplin pour les disciplines parfois peu médiatisées. On a voulu mettre aussi l'accent sur ceux dont on ne parle pas toujours, et donc ici on parle de sport, on parle à tout le monde et on parle de tout le monde. En Haute-Garonne et en Occitanie, au-delà, cette émission résonne comme un cri du cœur, celui de l'amour du sport dans toutes ses dimensions. Pauline, la communication, effectivement, c'est un organe, et le podcast, c'est un outil moderne sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube, puisqu'effectivement, vous êtes partout et bien recherché partout. La plateforme, ici, on parlait de sport. Dites-nous en plus, Pauline. Oui, Bernard, l'émission ne se contente pas d'informer, elle agit comme un véritable relais de communication pour les clubs, les comités ou même les ligues, en mettant en lumière leurs activités, leurs événements sportifs et leurs valeurs. Elle offre également une visibilité précieuse, notamment auprès du grand public. Et dans un monde où l'image et la notoriété sont cruciales, cette tribune médiatique devient un levier de croissance et de rayonnement. Au niveau du quotidien de l'émission, de son amélioration, ses investissements, sa pérennité, le sport bien sûr, et on ne parle qu'essentiellement de sport, et si on parlait de sport a une vie au quotidien, elle ne parle pas que de sport, Laurent. Il y a aussi le monde environnemental, il y a l'entreprise, le monde économique. Alors, c'est une émission qui n'est pas seulement une émission dédiée aux sportifs, c'est aussi un formidable vecteur pour les entreprises partenaires désireux d'associer leur image à des valeurs fortes. Puisqu'on sait, Bernard, que le sport, c'est passion, respect, solidarité, dépassement de soi, qui sont des valeurs que l'on peut développer dans l'entreprise, et c'est aussi là-dessus que l'on peut insister, que ce soit par des partenariats, des campagnes de sponsoring ou des collaborations événementielles. L'émission propose des possibilités multiples pour toucher un public engagé et fidèle, comme on dit. C'est aussi l'occasion de montrer qu'on peut rendre aussi et apporter professionnellement une émission de la communication et accompagner des entreprises qui souhaiteraient faire passer un message à travers le sport. Bien, effectivement, nos auditeurs ont bien entendu ton propos, et la pérennité de ici on parlait de sport, et les auditeurs, les parties prenantes sont invités à communiquer, à soutenir et être dans un esprit participatif. Laurent, le message est bien passé et il est important qu'il soit entendu, et tout le monde en a bien conscience. Toutes les semaines, vous parlez de sport, Pauline, mais c'est un défi toutes les semaines de parler de sport. Ah oui, avec une approche inclusive, l'émission Et si on parlait de sport ne se limite pas au sport de haut niveau, elle donne aussi la parole à ceux qui font vivre le sport au quotidien dans l'ombre des podiums, comme les présidents de clubs, les dirigeants, les entraîneurs ou les bénévoles qui partagent leur expérience et leur amour du sport en offrant un regard humain et authentique sur cet univers. Bien, c'est beaucoup de réponses à toutes ces questions, et je pense que les auditeurs avaient besoin de cet éclairage pour sortir un petit peu de la semaine et de l'hebdomadaire de l'émission. En résumé, moi qui suis de l'extérieur et qui buvais vos réponses avec beaucoup d'intérêt, en résumé, et si on parlait de sport, et bien plus que l'émission, comme vous l'avez si bien dit, c'est une scène ouverte pour le sport sous toutes ses formes. C'est un outil stratégique pour les clubs, une opportunité d'impact pour les entreprises et les partenaires. Que vous soyez sportif, auditeur, dirigeant, fan, partenaire, pratiquant, bénévole, dans l'associatif, chaque mercredi, l'émission vous invite à rejoindre le mouvement, car après tout, le sport,
c'est avant tout une histoire de passion à partager. Et si on parlait de sport encore, et toujours. Merci Bernard. Merci à vous deux. Et nous avons maintenant le plaisir de recevoir Mathieu Sapin, athlète, entraîneur et skipper, Cindy Laplace, préparatrice mentale et coach, qui participe à l'accompagnement de sportifs de haut niveau, ainsi que Raphaël Hollard, cavalier et coach en concours complet et co-gérant des écuries Mons Équitation pour le mot de la fin. Cet été, vous avez vibré avec nous lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et vous avez aussi pris part comme chroniqueur et chroniqueuse aux émissions spéciales. Et si on parle de sport, quel moment aimeriez-vous partager de cette aventure exceptionnelle au micro ? Alors, bonjour à tous. Je retiens 2 grands éléments. Le premier, c'est la ferveur de l'ensemble des spectateurs, français et étrangers, autour de tous les stades. J'ai en tête la Ola silencieuse, le moment musical quand au beach volley, les 2 équipes féminines commençaient à s'engueuler et que l'animateur a mis la musique. Voilà, c'était quand même assez grandiose. Et puis en moment sportif, il est assez court, il dure 10 minutes. C'est la victoire du BMX, le triplé français au BMX, et puis vite on zappe de chaîne et on tombe sur une énième victoire de Léon Marchand. Et en 10 minutes, on se dit waouh, la France est belle et la France est forte. Ça me fait plaisir de revenir sur cette formidable émission. L'événement qui me vient en tête à chaque fois qu'on pose cette question, c'est la finale de beach volley. Quand il y a un conflit qui éclate entre la brésilienne et la canadienne. La canadienne. Et l'arbitre se met entre deux, elle se replace et l'organisateur, le DJ, met Imagine All the People et ça fait redescendre tout le monde et je trouve que c'est un moment très révélateur de ce milieu du sport où finalement des fois les émotions peuvent nous emporter, des conflits peuvent émerger, mais finalement en se replaçant avec le cadre aussi d'un arbitrage et la musique, tout le monde peut retrouver le sourire et se remettre en condition pour performer et faire du sport. Alors moi, clairement, sur les Jeux Olympiques de Paris, les images que je vais retenir sans grande surprise, je pense, c'est vraiment c'est l'écrin de Versailles et de voir les chevaux, les cavaliers, les chevaux mis à l'honneur dans une belle fête populaire. 41 000 spectateurs le jour du cross. C'était à guichet fermé, du très beau sport où se sont mêlés à la fois le sport, le patrimoine français. Il y a même des chevaux qui traversaient des fontaines historiques qui avaient été réhabilitées pour l'occasion. Ça a été pour moi des très très belles images. Et puis le public était largement au rendez-vous parce que s'il y avait eu 100 000 places, il y aurait eu 100 000 personnes, mais le le permettait pas. Donc c'est pour moi clairement l'image 2024, pour moi, c'est Versailles, les chevaux à Versailles et le cross, le jour du cross en particulier. Et alors, la nouvelle année arrive. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ou quel message aimeriez-vous faire passer à tous ceux qui font vivre le sport, les sportifs, les entraîneurs, les dirigeants et nos fidèles auditeurs ? Il faudrait que le mouvement sportif français continue sur la lancée des Jeux et que ça ne s'arrête pas en fin d'année ou pour début 2025. Ce que j'aimerais aussi, c'est que le sport continue de rentrer dans l'esprit de l'ensemble des Français, avec toutes les valeurs positives qui sont derrière. Et puis le dernier élément, c'est que le monde politique continue d'être attentif ou le soit encore davantage vis-à-vis du mouvement sportif. Je pense que c'est important qu'on se remercie entre nous. Le sport, c'est d'abord du bénévolat. C'est des personnes qui donnent de leur temps, qui s'engagent, qui œuvrent au quotidien sans forcément qu'on les voit. C'est vrai qu'on voit les sportifs et on met en avant les sportifs. Et cette émission, c'est ça qui me plaît, met en avant aussi tout ce qu'il y a autour des sportifs, les comités, les fédérations, les préparateurs physiques, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue d'incarner ces valeurs qui demandent du courage, parfois de dénoncer, de se positionner. Mais il faut surtout qu'on s'assure de rester aligné avec nous-mêmes. Aussi bien pour que ce monde du sport continue de porter des valeurs et qu'on continue de préserver notre santé. J'aimerais que ce monde du sport soit un peu plus juste et équitable, que ce soit pour le sport féminin, le sport masculin, que ce soit dans la répartition des salaires aussi. J'aimerais qu'on laisse la possibilité, comme on le fait sur par exemple sur de la recherche, à donner des bourses. J'aimerais que ce sport soit autant valorisé que les défis intellectuels dans notre société. Alors moi, clairement, je vais rester dans ma discipline, c'est fête du cheval. Voilà. Les enseignants, il y a une tendance des fois à arrêter la pratique parce que c'est vrai que l'enseignement c'est chronophage, s'occuper des écuries c'est chronophage. Mais moi, s'il y a un message à faire passer, c'est continuer de faire de l'équitation, continuer d'aller sur les terrains de concours, soit pour participer, soit pour aller voir. Il faut garder cette dimension populaire et qui nous fait vibrer dans ce sport.
continuer d'avoir des émotions avec nos chevaux. Voilà, je pense que c'est 2024, c'était une belle expérience de ce côté-là, et il faut qu'on continue de garder ça en 2025 sur les terrains de sport de la région et un petit peu plus loin. Là, on va avoir le jumping de Bordeaux dans quelques mois. On a les étoiles de Pau en fin d'année. Voilà, on a quelques très belles occasions de vibrer en 2025. Un grand merci à tous les trois pour ces mots de la fin et d'avoir accepté notre invitation à l'antenne pour animer les débats lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris cet été. Et si on parlait de sport, fin du match. C'est la fin du match de cette émission numéro 80. Et si on parlait de sport, merci à Bernard Pujol, Nicolas Castel, Vanessa Morales, Louis Dumas, Lucas Didier, Hugo Didier et Ambroise Dodin pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires pour ce 25 décembre, jour de Noël, et cette 80e émission, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour votre contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse et à la préparation et à la réalisation de toutes ces émissions depuis 80 maintenant émissions. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport l'année prochaine.